Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là, non seulement dans la salle, mais la jauge est évidemment limitée vu les circonstances, mais également derrière vos écrans. Mon nom est Michel Genet, j'ai été dans une autre vie directeur d'Etopia et directeur politique d'Ecolo, et je suis très heureux aujourd'hui de modérer le débat autour de la théorie du bicamérisme d'Isabelle Ferreras. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le 26 mai dernier était un jour assez historique, puisqu'on est toujours content quand on écrit une carte blanche d'être dans le soir, voire même sur le site du soir. Là, Isabelle, à l'initiative d'une carte blanche, notamment avec Dominique Méda, a été parue, enfin sa carte blanche est apparue dans plus de 43 journaux, 36 pays, signée par 3000 académiques, dans plus de combien de langues ? Peu importe. Mais donc, grand succès mondial d'une carte blanche basée autour de la théorie de la démocratisation de l'entreprise. Alors, si cette carte a eu tellement de succès, c'est qu'effectivement, on est au cœur d'une problématique assez cruciale, je dirais, qui est le fait que dans ce combat que mènent le capitalisme et la démocratie, on reviendra sur Poliani tout à l'heure, eh bien, on avait un peu l'impression, notamment dans certains pays comme les États-Unis qu'Isabelle connaît bien, que le capitalisme était en train de gagner et qu'il était temps de redonner une dimension politique à l'entreprise. Il était temps de remettre sur le même pied les investisseurs en capital et les investisseurs en travail, et de donner davantage de pouvoir aux investisseurs en travail, notamment, principalement à travers une démocratisation de l'entreprise dans un système de bicamérisme qu'Isabelle va nous expliquer. Est-ce que c'est une manière de réguler le capitalisme ? Sans doute. Est-ce que c'est une manière de redonner l'autonomisation aux travailleurs ? Sans doute aussi. Isabelle va nous l'expliquer. Et donc c'est vrai que c'est un terrain qu'elle laboure, une théorie qu'elle travaille depuis, et qu'elle peaufine et qu'elle polie depuis 2003. Et c'est suite à des observations de terrain, puisqu'elle a fait sa thèse de sociologie à Louvain en interviewant des caissières de grands magasins, qu'elle est arrivée à cette conclusion que l'entreprise était une entité politique et que dès lors, il fallait lui donner une dimension démocratique. Il était donc plus que temps, depuis 2003, à ce que Etopia et le mouvement écologiste s'intéressent à cette théorie, puisque quelque part, on est quand même sur des terres très communes. Que ça soit évidemment la démocratisation, le concept de démocratie en tant que tel. Je pense au bouquin de Benoît Lecha que vous pouvez trouver en bas pour ceux qui sont là et qui s'appelle Pour la démocratie, et que Jonathan Piron va d'une minute à l'autre, dont Jonathan Piron va d'une minute à l'autre faire paraître la suite. Ça fait depuis 2017, depuis que je suis à Etopia, je crois qu'on l'attend. Petit clin d'œil à Jonathan. C'est évidemment aussi cette théorie de Poliani et du fait que la société finalement s'est encastrée dans l'économie et que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. C'est aussi tout l'héritage de la deuxième gauche, dont on s'est quand même un petit peu inspiré, Rocard et de Montmaire en France, sur l'autogestion, sur le soutien aux coopératives des travailleurs, et c'est encore plus récemment l'expression de notre intérêt sur cet enjeu de transformer le capitalisme aussi au niveau de l'entreprise. C'est le dépôt de loi que Gilles Van den Burg, notre député fédéral, a fait pour encourager l'entrepreneuriat salarié. Donc on est dans des eaux qui ne sont pas tout à fait identiques, je pense qu'Isabelle l'expliquera, mais qui nous sont communes, d'autant plus qu'à sa théorie, elle a ajouté une dimension environnementale et climatique, puisqu'elle a écrit des papiers avec Tim Jackson, l'auteur de Prosperity Without Growth, dont Etopia a traduit l'œuvre, qui a été assez déterminante en français il y a déjà un certain nombre d'années, et elle expliquera aussi ce lien entre sa théorie et le fait de lutter contre le changement climatique. Et donc c'est une théorie qui est pour le moins séduisante, qui n'est pas sans poser de questions, notamment la question du rapport de force entre capital et travail. On y reviendra sans doute. Et on trouvait intéressant qu'une fois qu'Isabelle a exposé sa théorie, elle soit interpellée par 3 personnes. Et Willy Burgon parlerait d'une délégation de haut niveau, puisqu'il s'agit de Jean-Pierre Hansen, qui a été président d'Electrabel. Je le présenterai chacun plus en détail après. Marie Lenska, secrétaire nationale. Donc Jean-Pierre Hansen pour les grandes entreprises, notamment les entreprises cotées en bourse. Marie Lenska, secrétaire générale de la CC et donc l'opposition des syndicats. Et puis Éric Dombe, patron d'une grosse PME, Peridaisa, que vous connaissez tous. Chacun a évidemment un angle de vue différent par rapport à la proposition d'Isabelle et donc aura l'occasion de débattre avec elle. Alors comment est-ce qu'on va s'organiser ? On va donc laisser la parole à Isabelle pendant 20 minutes, pas une minute de plus. Et puis après, chacun des 3 orateurs
aura l'occasion de débattre avec Isabelle pendant un quart d'heure. Et puis, il nous restera quelques minutes pour les questions de la salle. Alors, je sais que vous êtes des centaines de milliers à nous regarder derrière Facebook Live, mais c'est uniquement les gens de la salle qui auront l'occasion de poser une question. Isabelle Ferreras vient de Ottignies. Elle est docteur en sociologie de l'Université de Louvain. Elle est titulaire FNRS, on va dire ça comme ça ? Maître de recherche FNRS, pardon, et est associé à l'université d'Harvard. On est très très heureux de l'accueillir aujourd'hui, à la fois dans la famille écolo et puis à Liège. À Liège, où comme tu sais, il faut passer pour y trouver le cœur. Et donc entre Tokyo, Bruxelles, Harvard et autres, on est à Liège, t'accueille avec grand plaisir, Isabelle. À toi la parole. Merci Michel. Mais bonjour à tous les présents. C'est très agréable de voir des figures connues, reconnues, amicales, et puis de se retrouver ensemble. Merci à tous d'être aussi devant votre écran, mais merci donc spécialement à Etopia d'avoir organisé ce débat en présentiel pour nous, après tous ces mois d'écran, de Zoom et de Teams, etc., et de DIA à n'en plus finir sous les écrans. C'est particulièrement un bon moment d'être physiquement ensemble pour réfléchir. Alors, Michel a quand même mis la barre très très haut, parce qu'en 20 minutes, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir aborder toutes ces dimensions. C'est un chantier colossal, et je vais essayer de tracer quelques lignes pour au moins transmettre je dirais les fondamentaux de la réflexion, mais il faudra vraiment me pardonner mes raccourcis, et j'espère que justement ensuite on pourra, en entendant les autres panélistes, certainement compléter la réflexion, et puis c'est vraiment un moment parmi une longue série, mais un moment très particulier. Donc merci à tous d'être là pour réfléchir ensemble. Alors je vais un tout petit peu revenir sur la crise qu'on vit pour pouvoir amener évidemment cette question de la démocratisation de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle prend un jour aussi particulier aujourd'hui ? Parce que c'est une très vieille question, au fond, mais dans cette actualité que nous vivons, dans cette crise du Covid, elle prend vraiment une actualité nouvelle. Et Michel a par exemple, effectivement mentionné cette carte blanche qui a circulé très largement, et je pense que évidemment cette carte blanche n'aurait jamais eu le succès qu'elle a eu dans un monde sans Covid. Donc il y a une actualité particulière à ces questions, et ça n'a rien d'étonnant, parce que forcément les grandes crises font toujours vaciller les sociétés sur leurs principes. C'est des moments où c'est des opportunités en fait d'introspection, et elle constitue effectivement des moments où on peut s'interroger sur nos fondamentaux. Quelles sont nos priorités de la vie sur la mort, de quelle vie sur quelle mort, quel est notre rapport à la nature. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous avons un rapport à la nature et un rapport aux humains qui est extractif. C'est-à-dire qu'à la fois, par rapport à la nature, eh bien, nous prenons, nous consommons, nous jetons, hein, et les scientifiques nous ont alerté sur le fait qu'effectivement, par la pression qu'on fait vivre sur le règne vivant animal, on s'expose à des pandémies de ce type-là dans l'avenir, puisque ce virus transmis à l'humain vient du règne animal, parce que nous exerçons trop de pression sur ce règne animal. Eh bien, pareillement, les humains, que se passe-t-il pour les humains dans ce système économique ? Eh bien, nous prenons, nous consommons, nous jetons, et ils s'épuisent. Et donc, nos magnifiques ressources humaines, effectivement, elles s'épuisent comme la planète. Et donc, le modèle extractif dans lequel nous sommes lancés vis-à-vis de la planète comme vis-à-vis des êtres humains, il est proprement insoutenable. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment on peut en sortir ? Comment en sortir ? Et ça, c'est en fait une vieille question, parce que c'est une question qui hante à la fois notre histoire économique et notre histoire politique. Et comment sortir de ce modèle extractif ? Eh bien, effectivement, je pense que démocratiser l'entreprise en contient l'une des clés,
Mais avant de nous jeter là-dedans, je voudrais vraiment dire que je ne pense pas que c'est la seule clé. Je travaille là-dessus parce que c'est mon métier, mais il y a d'autres choses à faire. Mais c'est clairement une clé fondamentale pour sortir de ce modèle. Et je vais donc prendre un petit peu de temps pour réfléchir à la crise actuelle, ce qu'elle nous montre ou ce qu'elle nous a permis de prendre conscience, ce dont elle nous a permis de prendre conscience, parce que ce ne sont pas des faits nouveaux, mais cette crise illumine ces faits de manière très particulière et a touché toute une série d'entre nous sur ces questions. Et puis ensuite, je vais en venir effectivement à la proposition en tant que telle. Alors, sur le premier plan, donc, ce que nous apprenons de cette crise et ce que nous voyons aujourd'hui, avec plus d'acuité sans doute qu'auparavant. Eh bien, il est très clair, on l'a beaucoup dit, les travailleurs, et particulièrement ceux qui occupaient des fonctions qui étaient déconsidérées, qui étaient mal payées, qui étaient considérées comme subalternes, ces travailleurs-là ont été reconnus comme essentiels. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont essentiels? Eh bien, c'était un aveu énorme, un aveu incroyable et d'autant plus troublant que nous sommes totalement organisés sur un principe inverse. Nous sommes organisés sur un principe qui considère que les travailleurs sont en fait une ressource. Une ressource quand vous signez un contrat de travail, je tire un peu le trait, mais effectivement une ressource, quand vous signez un contrat de travail, vous souscrivez un principe de subordination. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Subordination, vous êtes de rang inférieur. Ça veut dire que vous souscrivez un principe qui est fondamentalement contraire au principe, à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits humains. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc nous sommes organisés sur en fait un fondement qui est tout à fait contraire à la reconnaissance du caractère essentiel des travailleurs. Et il faut ici comprendre qu'en fait, l'entreprise, d'un point de vue descriptif, eh bien, il faut la saisir comme en fait une entité qui est animée par deux types d'investissements. Un apport en capital, évidemment, dans un système capitaliste, c'est indéniable qu'il y a un apport en capital. Mais il y a aussi ce que j'appelle un investissement en travail. Et cet investissement en travail a été donc totalement négligé. On a pensé intelligent de confier le gouvernement de l'entreprise à ceux qui apportent du capital au travers de la société anonyme. La structure de la société anonyme, elle structure ça. Elle structure les rapports, si vous voulez, des apporteurs de capitaux entre eux. Mais que fait-on de cette partie constituante que sont les travailleurs ? Eh bien, on les laisse totalement en dehors du gouvernement de l'entreprise. Les finalités de l'entreprise, ce que l'entreprise poursuit comme projet, quelle est ce qu'on appelle sa stratégie, qu'est-ce qu'on va faire des profits qu'on va générer ensemble, qui on va choisir comme top management pour diriger l'entreprise. Toutes ces questions échappent complètement aux travailleurs. Et souvent, on rabat les travailleurs à titre de, quand vous entendez partie constituante, ne mécomprenez pas ce que je dis. On entend souvent parler de partie prenante. Je ne parle pas du tout de partie prenante, parce que justement, la théorie des parties prenantes, elle rend un peu équivalent, si vous voulez, les travailleurs à des consommateurs, à les voisins, le voisinage, à des collectivités locales qui bénéficient évidemment des services de l'entreprise, qui sont des bénéficiaires, qui peuvent être impactés aussi négativement, mais qui ne sont pas constituants de l'entreprise. Or, donc, les travailleurs sont ces investisseurs en travail qui permettent, si vous voulez, que tout simplement, il y ait le produit ou le service qui soit produit. Et donc, si je parle d'investissement, c'est justement, pas du tout dans un sens économiciste, je dirais, mais c'est dans le sens de la personne qui s'investit dans une fonction, la personne qui développe une attention aux autres, que ce soit ses collègues, que ce soit les clients, pour résoudre un problème, pour apporter un service, pour aider une personne malade. On s'investit pleinement. Si vous travaillez, vous savez ça. Et on s'investit pleinement, ça veut dire qu'on s'investit aussi émotionnellement, mentalement et physiquement. Et donc, on l'a vu dans cette crise, les travailleurs, en fait, investissent jusque, effectivement, non seulement leur santé mentale, on le savait très bien avec tout ce qu'on a pu entendre sur le burn-out ces dernières années, mais aussi sur la santé physique,
le risque physique qui a été évidemment mis en évidence dans cette crise, de prendre un risque sur sa vie et sa mort potentiellement en allant travailler. Et donc, l'idée même que l'investisseur, le terme d'investisseur soit réservé à ceux qui apportent du capital, à mon sens, est complètement emblématique de ce modèle qui marche sur sa tête. Ceux qui investissent véritablement, profondément et complètement, ce sont ceux qui travaillent. Ils apportent leur propre personne, pas quelque chose d'externe, d'extérieur à eux-mêmes. Et donc, on a ce système qui est organisé en ne considérant pas que les travailleurs sont des égaux en dignité et en droit dans le travail. Alors, aujourd'hui, donc, ce monopole du droit de gouverner, comme je disais, eh bien, il est réservé donc à ceux qui apportent du capital. Et donc, c'est normal, c'est logique. Hein, je finis avec mon introduction de ce premier point par là. C'est logique qu'on soit dans un rapport extractif, que l'entreprise soit dans un rapport extractif, si vous voulez, vis-à-vis des humains ou de la planète, puisqu'en fait, l'entreprise, elle est structurée pour répondre aux impératifs, aux attentes, aux intérêts de ceux qui apportent du capital, au travers donc de la structure de la société anonyme qui est faite en référence à ceux qui apportent du capital. Et donc, il faut se poser la question de savoir comment on peut et on pourrait gouverner autrement l'entreprise pour qu'elle sorte, pour la faire sortir, si vous voulez, de cette logique extractive. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui urgence, parce que nous sommes aussi confrontés à ce risque climatique qui n'est plus un risque, qui est une réalité de la déstabilisation de notre planète. Et on le sait, donc 73% des énergies mondiales pourraient être économisées si on ajustait nos processus productifs de telle sorte qu'ils soient en fait plus, comme disent les économistes, labor intensive, c'est-à-dire qu'ils mobilisent plus de travail humain. Et si on mobilisait plus de travail humain, on pourrait générer, rien qu'à ce niveau-là, 73% d'économie de l'usage de nos ressources. C'est juste incroyable. Ce sont des ingénieurs de Cambridge qui ont publié cette recherche. Mais ça veut dire qu'évidemment, dans un modèle d'entreprise qui est arrimé aux intérêts de ceux qui apportent du capital, dans un monde, le monde que nous connaissons aujourd'hui, de pétrole à prix plancher, mais comment voulez-vous que les entreprises prennent des décisions qui seraient labor intensive? Et donc là, vous voyez qu'il y a une affinité vraiment immédiate entre ce qu'on pourrait appeler des intérêts corporatistes des travailleurs à vouloir plus de travail pour les travailleurs et évidemment les intérêts de la planète. Je peux pas, donc je survole toutes ces matières, mais donc j'en viens maintenant à la proposition. Donc la proposition, c'est de réfléchir à faire entrer l'entreprise dans, en fait, ce qui est l'histoire démocratique. Pourquoi? Parce que sortir d'un rapport extractif aux humains, c'est en fait leur reconnaître cette qualité d'être humain égal en dignité et en droit. Cet article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel comme ça, pour mémoire, c'est quand même le texte que les nations ont signé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, un moment de tragédie absolue. Un moment qui a permis, un apprentissage par les humains qui se disent « Mon Dieu, est-ce qu'on veut vraiment continuer comme ça ?» Et quels sont les principes fondamentaux que l'on doit se donner, se doter pour pouvoir évoluer différemment. Faire entrer donc les entreprises dans cette histoire démocratique, c'est vraiment considérer qu'effectivement l'entreprise, c'est une entité politique. Elle a en fait des effets, des actions qu'on a qualifiées d'économiques, évidemment, et je ne nie absolument pas ça, mais si vous regardez sa dynamique interne, forte de ces deux parties constituantes en régime capitaliste, eh bien, cet apport en capital et cet investissement en travail, eh bien, il y a un pouvoir qui est exercé par les représentants des apporteurs de capitaux sur tous ces humains qui travaillent. Et donc, c'est une entité politique qui est soumise à ce qu'on peut appeler d'un point de vue de théorie politique le despotisme du capital, de ceux qui représentent les intérêts du capital. Et donc, il faut faire sortir l'entreprise de cette situation. Et en fait, c'est une très vieille question.
La question de la sortie des entités politiques, du despotisme, c'est la question fondamentale qui anime l'histoire démocratique. Et je suis remontée au 5e siècle avant Jésus-Christ, peut-être que je pourrais faire mieux encore, mais en tout cas, déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, le moment de grave conflit social qui se joue à Rome, c'est ce moment-là où, en fait, les patriciens, qui sont les propriétaires, ont le monopole des droits politiques, et les patriciens font face à une plèbe qui dit écoutez, maintenant, ça suffit. Et la plèbe, c'était quoi? C'était les marchands, c'était l'armée, c'était effectivement des travailleurs essentiels. Et ces travailleurs essentiels disent nous, on ne joue plus dans ce système-là. Et la solution qui est proposée et trouvée, c'est que la plèbe puisse se choisir des tribuns de la plèbe. Et qu'est-ce que ça signifie? Donc, c'est pour moi le premier moment bicaméral, si vous voulez, parce que ce n'est pas encore une chambre en tant que telle. C'est 2 personnes qui sont choisies par la plèbe pour représenter les intérêts de la plèbe et valider ou s'opposer. Donc, ils disposent alors d'un droit de veto sur les décisions des patriciens. Et ça, c'est ce que j'appelle donc le principe bicaméral. Et pour la petite histoire, on dit bicamérisme en France et bicaméralisme en Belgique, parce qu'on est plus anglo-orienté en fait. Mais donc le principe bicaméral, c'est quoi? C'est le principe qui reconnaît qu'il y a 2 parties constituantes à l'entité et que chacune doivent exercer un droit de veto mutuel, ou vous pouvez le voir autrement, doivent pouvoir se positionner à la majorité. Ce qui fait que 5 minutes, parfait, merci. Ce qui fait que je ne suis pas du tout ici en train de développer le modèle allemand. Le modèle allemand dont on a beaucoup entendu parler en Belgique en particulier, de la codétermination. C'est un modèle extrêmement intéressant. Le terme codétermination a un peu surfait parce que c'est un modèle de cogestion. Et c'est un modèle qui m'intéresse énormément parce qu'il signifie vraiment la prise en considération. C'est ce premier moment dans l'histoire économique, si vous voulez, on a reconnu les 2 parties constituantes. Donc, ce n'est pas rien du tout. Sortie de la Deuxième Guerre mondiale, aussi ce même contexte très particulier, avec effectivement un pouvoir qui est accordé aux représentants des travailleurs via leurs organisations syndicales dans les entreprises du charbon et de l'acier, dont le patronat avait été clé dans l'ascension d'Hitler au pouvoir et surtout dans sa capacité sa force de destruction. Alors, le modèle allemand, il réunit au sein d'une même chambre un seul conseil d'administration, 50% de représentants du banc patronal, 50% des travailleurs. Le modèle qui a été étendu à l'ensemble de l'industrie, de la grande industrie allemande, c'est un modèle dans les années 70 qui s'appelle le modèle de codétermination de fausse parité. Pourquoi fausse parité? Parce qu'il y a un président du conseil qui est choisi en dernier ressort par le banc patronal et qui a aussi une voix délibérative. Ça veut dire qu'en fait, de fait, en rentrant dans la salle de réunion, les représentants des travailleurs savent qu'en fait, ils sont de fait minoritaires s'il va y avoir un vote. Il y a 50% plus une voix qui est déjà acquise du côté patronal. Mais ce modèle a été extrêmement important dans la capacité de l'Allemagne, en fait, à ancrer le capital dans ses investissements. Et c'est aujourd'hui certainement un des défis majeurs que nous avons dans un monde où le capital est transnational et mobile, c'est cet ancrage du capital dans ces investissements, et c'est pour ça que le bicamérisme est aussi une solution. Mais donc la différence entre la proposition sur laquelle je travaille et la codétermination allemande, c'est que en Belgique, nous avons déjà l'embryon, l'institution qui est l'embryon de cette seconde chambre, ça s'appelle un CPPT dans une petite entreprise ou un conseil d'entreprise. C'est quoi un conseil d'entreprise? Et de nouveau aussi, sorti de la Deuxième Guerre mondiale, première étape de reconnaissance de la citoyenneté des travailleurs dans l'entreprise, qui, selon les travaux parlementaires, doit amener à un accroissement, un approfondissement de ce principe, et on attend cet approfondissement depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, puisque rien n'a changé, mais ce conseil d'entreprise est le canal pour que les travailleurs puissent choisir des représentants élus sur les listes syndicales et représenter donc leurs collègues face à la direction. Eh bien, en fait, ce conseil d'entreprise,
dans des systèmes comme le nôtre. À mon sens, on peut le lire comme l'embryon de cette seconde chambre. La seconde chambre, en fait, l'institution, elle est là. Simplement, elle n'est pas du tout dotée, évidemment, d'un pouvoir qui est contraignant, comme le conseil d'administration a le pouvoir, évidemment, de valider ou pas les projets de l'entreprise. Si j'ai encore une minute, je regarde ce que peut-être je devrais absolument ajouter pour ne pas être mal comprise. Mais je pense que, bon, je vais m'arrêter là et comme ça, je laisse la place à nos interactions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. Alors donc maintenant, chacun des panélistes va avoir un quart d'heure pour prendre position et dialoguer avec Isabelle sur la théorie qu'elle vient de défendre. Et on va commencer par Jean-Pierre Hansen. Jean-Pierre Hansen est, comme vous le savez, était président d'Electrabel, vice-président de Suède. C'est pas un inconnu pour Écolo, puisqu'en 2008, à Borzé, j'ai retrouvé le nom, il était venu dialoguer avec Olivier Deleu sur la sortie du nucléaire. On ne va pas parler de sortie du nucléaire. Peut-être que maintenant qu'il n'est plus Electrabel, il est devenu anti-nucléaire à crever, mais on ne lui posera pas la question. Jean-Pierre Hansen est surtout un grand capitaine d'industrie, mais qui, depuis sa retraite, et même déjà un peu avant, a mis ses talents au service du bien public. Il vient régulièrement à Liège, sauf en période Covid, puisqu'il fait partie des 4 personnes qui ont été désignées pour essayer de restructurer Netis, qui est quand même un beau challenge. Il est aussi président de la RES, il était président du Forum. Mais à côté de ça, ce qui a toujours été marquant, je trouve, chez Jean-Pierre Hansen, c'est que, à côté de sa pratique de capitaine d'industrie, il a développé un vrai travail intellectuel. Il est docteur en sciences appliquées, économiste, il était professeur à Louvain et à Polytechnique à Paris, et il a produit notamment une somme, je pense, vraiment de références en matière d'économie de l'énergie et divers bouquins de réflexion sur l'économie. C'est donc intéressant à ce titre-là de l'avoir aujourd'hui. C'est intéressant aussi au titre de sa carrière comment dirais-je, à la tête d'une entreprise comme Electrabel. Ouais, ça doit être ça. À la tête d'Electrabel, grande entreprise évidemment, cotée en bourse, et donc c'est intéressant d'entendre sa position par rapport à la théorie d'Isabelle. À toi Jean-Pierre, merci beaucoup d'être là. Oui, merci Michel. Donc Isabelle nous a rappelé qu'une grande entreprise, en tout cas, et Eric parlera des moins grandes entreprises, c'est effectivement une entité politique. Je dis rappeler parce que c'est un constat qui a été fait de longue date déjà. Des économistes comme des Américains, on parle des Américains, royaume de la libre entreprise, Adolphe Berle, conseiller de Roosevelt dans les années 20, Galbraith dans les années 60, conseiller de Kennedy, disaient déjà c'est effectivement une entité politique. Qu'est-ce que ça emporte si la grande entreprise est une entité politique? Ça veut dire qu'elle peut se fixer ou qu'on peut lui assigner des objectifs qui sont différents, très différents, de la simple, entre guillemets, maximisation à court terme de son profit. Objectifs du genre sociétaux, du genre environnementaux et du genre soucis de pérennité et de durabilité sur le long terme. C'est important pour la suite de savoir ce que vraiment signifie le fait qu'une grande entreprise est une entité politique. Et Isabelle dit quoi, fort logiquement? Dit l'homme des grandes entreprises que j'ai été, puisque c'est une entité politique, il faut y introduire la démocratie, en soi d'abord, et je dirais presque pour elle-même, et aussi parce que c'est plus probablement comme ça que, précisément, les grandes entreprises vont pouvoir et devoir intégrer des objectifs sociétaux, environnementaux et de long terme. Et, poursuit-elle, la manière la plus efficace depuis que le monde est monde, même avant, vient-elle de nous dire, d'organiser un système démocratique, c'est effectivement un bicamérisme. Et c'est assez vrai. Les grandes démocraties qui fonctionnent ou qui ont fonctionné assez bien fonctionnent sur ce système-là. Prenez les États-Unis, puisque je l'évoquais et Isabelle aussi. Il y a 2 chambres, il y a le Sénat et la Chambre des représentants. Mais si les deux ne se mettent pas d'accord, eh bien, tout simplement, la proposition qui a été initiée par l'une ou par l'autre de ces 2 chambres est retirée. Et ça marche bien depuis le XIVe siècle en Angleterre, depuis le XVIIIe siècle aux États-Unis, on vient de le dire, et encore aujourd'hui. Alors, la question qu'on peut évidemment se poser, je suppose que c'est là que vous m'attendez tous et toutes, c'est comment est-ce qu'un homme de grande entreprise peut prévoir l'accueil que cette proposition va recevoir? Et je vous propose d'essayer de l'examiner sur 3 parties prenantes. Le marché, c'est-à-dire le système capitaliste, pour moi c'est la même chose, les chefs d'entreprise et les syndicats.
Alors, le marché, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme accueil que le marché va réserver à cette proposition? Alors, il faut savoir, il faut se rappeler que s'il y a bien une caractéristique de l'économie de marché et du capitalisme, c'est la souplesse. L'économie de marché s'adapte à tout, s'approprie tout, pour autant qu'une proposition lui assure légitimité et efficacité. Regardez dans l'histoire, Henry Ford décide d'augmenter les salaires des gens qui travaillent pour lui sur les chaînes de production de la Ford T. C'est pas par grandeur d'âme, c'est pour que les gens, étant ainsi mieux payés, puissent s'acheter les voitures qu'ils produisent eux-mêmes. Donc c'est typiquement la transformation d'un travailleur en consommateur. Succès énorme, évidemment. 1945-1948, après-guerre, Isabelle évoquait la circonstance, les patronats européens, le belge, le français, l'allemand, très très fort, le hollandais, sont convenus avec les organisations syndicales de tout ce qui avait été pensé pendant la guerre, souvent dans la clandestinité d'ailleurs, en tout cas en Belgique, pour assurer une sorte, je ne vais pas dire de cogestion, on pourra y revenir, mais en tout cas d'association des travailleurs à quoi? Certainement à l'organisation de la société. Depuis 1948, les syndicats sont membres du Conseil central de l'économie, du Conseil national du travail, ils siègent à la Banque nationale, et donc l'économie belge est en principe co-gérée, mais la grande entreprise, non. En Allemagne, oui, un peu, comme l'a dit Isabelle, en France, non plus. Mais enfin, le patronat est prêt à accepter tout ça. Et depuis. Est-ce que le patronat n'est pas prêt à accepter tout ce qui augmente encore sa légitimité? L'environnement, par exemple. Vous avez entendu comme moi, certainement avec des larmes dans les yeux comme moi, les discours de Thomas Leysen, quelqu'un de tout à fait pertinent d'ailleurs, pour dire l'économie verte, c'est l'avenir. De qui? De tous, mais aussi du capitalisme et de la grande entreprise. Vous avez certainement entendu Faber, le CEO de Danone, sur ces théories concernant la responsabilité sociale des entreprises. Et si vous voulez avoir une ode à la diversité, regardez la nouvelle et la dernière publicité de Coca-Cola qui passe aujourd'hui sur tous les écrans. C'est absolument extraordinaire du point de vue que j'évoque. Alors, est-ce que l'économie de marché et le capitalisme, fort de cette souplesse, de cette fabuleuse capacité d'adaptation, d'appropriation, est-ce qu'elle va dire « Mais oui, Isabelle ». Peut-être, pas tout de suite, mais peut-être. Mais ce qu'elle va dire, l'économie de marché aujourd'hui, Isabelle, c'est, dans le fond, Isabelle, on le fait déjà. On le fait déjà. On le fait déjà parce que la nature du travail change, c'est bien vrai. Et c'est un sujet très important. Je n'aurai pas le temps de l'évoquer, en tout cas de vous donner mon sentiment sur le sujet. Mais par exemple, la dernière réforme du droit des sociétés de 2019, entrée en application en 2020, dit « Dorénavant, on peut faire des apports en industrie ». Ça veut dire qu'un travailleur, vous, moi, eh bien, il peut valoriser son apport de travailleur par la rémunération, via la rémunération en action. Ce n'était pas le cas. C'est le cas depuis 10 mois, depuis 8 mois à peu près. L'entreprise dit aussi, il y a des assemblées générales ordinaires où les actionnaires s'expriment sur la marge des sociétés, souvent à court terme, parfois à long terme. Il y a des assemblées générales extraordinaires, modification des statuts. Il y a des assemblées générales spéciales pour des points très particuliers du droit des sociétés. Pourquoi pas, et certains le disent, on va le dire comme ça, une assemblée générale du 4e type qui serait précisément dédiée aux sujets sociétaux. Que fait l'entreprise en matière d'environnement, en matière de responsabilité sociale, etc., etc. Et à ce moment-là, les champs qui sont visés par Isabelle à juste titre pourraient être préemptés par des organisations capitalistiques nouvelles qui fonctionnerait autrement que dans son système. Deuxième partie prenante, les chefs d'entreprise. Bon. Alors on pourrait dire que les chefs d'entreprise vont certainement être contre, puisque ça va les ennuyer. Pas sûr du tout, pas sûr du tout. Mon collègue et ami et notre confrère à l'Académie, Isabelle Benoît Friedman, prof de philosophie du droit à l'ULB, dit les grands défenseurs de la responsabilité sociale des entreprises, c'est précisément les grands chefs d'entreprise. Exemple, Faber à Danone récemment. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un moyen pour eux de se soustraire de la seule emprise des actionnaires. C'est assez logique. C'est assez logique. Et ici, on pourrait dire la même chose. Dans le fond, qu'est-ce qui fait que le chef d'entreprise pourrait être satisfait de la proposition d'Isabelle? C'est
Si la chambre A et la chambre B se battent, qui va en profiter du point de vue du pouvoir? C'est l'exécutif. Le constat que je fais, c'est pas nouveau, hein. Le premier qui a fait la grande analyse moderne des sciences politiques en matière de sciences politiques du bicaméralisme, c'est Montesquieu. C'est 150, c'est pas hier. C'est pas le 5e siècle avant Jésus-Christ, Isabelle. Enfin, c'est quand même pas hier. Et Montesquieu disait déjà, c'est vrai que c'était un très bon système, disait-il. Et en fait, un des grands bénéficiaires, ça pourrait être l'exécutif, si les deux chambres du législatif se battent. Donc, je dirais, je ne fais que citer Montesquieu, ce qui est, diraient certains, une tendance chez moi. Et puis, il y a la troisième partie prenante, dans mon petit résumé, qui sont les syndicats. Alors, je vais prendre le risque extraordinaire de donner mon sentiment en matière d'accueil par les syndicats à côté de Marie-Hélène Ska, et je m'en excuse par avance, Marie-Hélène, mais vous me contredirez, il n'y a pas de monopole. Alors, pour la grande entreprise et le chef d'entreprise, je me disais, dans le fond, pourquoi pas le système d'Isabelle? Et quand je regarde les syndicats, je serais tenté de dire pourquoi. Mais enfin, pourquoi? Si les uns disent pourquoi pas, eux pourraient dire pourquoi. Parce que les syndicats ont été confrontés de longue date à cette question de la démocratisation des entreprises, notamment en Belgique dans les années 20. Si vous relisez les textes, et j'en discutais pas plus tard qu'il y a 8 jours, et c'est elle qui m'a fortement documenté, avec Élise Dermine, qui est prof de droit du travail à l'ULB, et qui me rappelait, chose que j'avais évidemment oubliée depuis mes études d'économie, c'est que dans les années 20 en Belgique, quand on lit les textes qu'elle me montrait, c'est presque au mot près les points évoqués par Isabelle. C'est comment faire pour augmenter la démocratisation de l'entreprise. Et intellectuellement, le syndicalisme, entre guillemets, belge avait été très loin, notamment les propositions de loi de Broecker. De Broecker, c'est le monsieur de la place, si je peux me permettre, qui avait, en matière de contrôle ouvrier, comme on disait à l'époque, avait été très loin. Mais les syndicats n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi en se disant 2-3 remarques qui les ont fait, je dirais, arrêter, je ne vais pas dire devant l'obstacle, mais devant le changement. Le premier, c'est du style, est-ce qu'on va avoir les gens pour exercer ce contrôle ouvrier? Je prends les mots de l'époque. La deuxième, c'est, est-ce que ça ne va pas nous empêcher d'exercer un rôle revendicatif? Et Dieu sait si, à l'époque en tout cas, aujourd'hui sans doute encore, il y avait matière à des rôles revendicatifs. Et la troisième remarque des syndicats, c'est, dans le fond, ce n'est pas vraiment notre objet. 1920, pas 25. 45 au lendemain de la guerre, même chose. Même chose. Je l'ai dit, lors des grandes réformes sociales de l'après-guerre, 48 pour faire court, 45 en Belgique, les syndicats ont été intéressés par une sorte de cogestion de l'économie, mais pas par une cogestion de l'entreprise, contrairement aux syndicats allemands qui l'ont fait. Les syndicats français ne l'ont pas fait non plus. Et il y avait de très bonnes raisons pour ça. Et la troisième période de grandes réformes syndicales évoquées, enfin en matière sociale, c'est les années 65-70, un peu après mai 68, qui se sont soldées par quoi? Par une augmentation des pouvoirs dans des instances comme le conseil d'entreprise, le CPPT et la délégation syndicale même, qui ont effectivement des pouvoirs non négligeables. Non négligeables. Le conseil d'entreprise, il fixe le règlement du travail. La délégation syndicale, elle fixe et elle a un veto en matière de recours à l'intérim, par exemple, etc. Donc, il y a des pouvoirs. Et les syndicats sont, à mon sens aujourd'hui, plutôt sur la ligne qui consiste à dire continuons d'augmenter les pouvoirs de ces instances-là, sans encore défendre, ni même accepter, d'ailleurs, je crois, la proposition d'Isabelle. Voilà. J'ai été trop long, Michel, je suis tout juste. Je pense que vous avez... Pardon. Vous avez en tout cas fait la bonne introduction sur le point de vue des syndicats sur la proposition. Oui, et je m'en excuse encore, Marie-Hélène. Mais voilà, on va laisser le côté syndical de côté pour le laisser à Marie-Hélène, mais c'était très intéressant. Merci Jean-Pierre. Merci. Ce qui semble intéressant, Isabelle, c'est les deux premiers points. C'est un modèle capitalistique différent évoqué par Jean-Pierre Hansen. Et puis, deuxièmement, c'est cette réflexion sur le positionnement des patrons. Effectivement, le patron de Danone est quelqu'un qui, dans tous ses discours, mène
comment dirais-je, pose le débat sur un aspect très sociétal en disant il faut faire bouger les choses. Quelles sont vos réactions, tes réactions, pardon, par rapport à ces deux propositions, par rapport à ces deux commentaires de Jean-Pierre en fonction de ce que tu as en tête, toi? Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Je pense qu'effectivement, on est sur des questions importantes et qui permettent de creuser les enjeux. Donc, premier point, je vais en faire 3. Premier point, on entend beaucoup effectivement dans le monde de l'entreprise, on le fait déjà, regardez tout ce qu'on fait. J'ai par exemple eu un patron de Google France qui m'expliquait, quand il s'est intéressé, a compris la proposition bicamérale, il m'a dit « Ah, mais c'est tout à fait ce qu'on fait chez nous, parce que nous, il est clair que si on n'a pas en fait une validation par nos ingénieurs de la stratégie d'entreprise, ça ne va pas du tout aller. » Et effectivement, il y a eu un grand projet, le Maiden Project, qui était contracté par Google avec le Pentagone pour développer en fait les drones du Pentagone qui visaient évidemment à aller tuer des gens sans qu'il y ait en fait une intervention humaine. Et quand les ingénieurs de Google ont réalisé ça, c'était il y a 2 ans, eh bien, ils ont dit, en fait, on ne peut pas continuer, ça ne va pas du tout, ce projet. Et ils ont écrit une lettre ouverte à leur propre CEO en disant, le thème, c'était « Google is not in the business of war ». Donc, la stratégie d'entreprise de Google, ça ne peut pas être, en fait, faire la guerre. Ce n'est pas ça le service qu'on veut rendre. Et qu'a décidé Google? Google est revenu sur ce contrat avec un coût énorme. Eh bien, ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est tout l'argument pro-efficacité, si vous voulez, qu'on peut développer en faveur de la démocratisation des entreprises. C'est l'idée que dans une économie de service, c'est-à-dire dans un modèle de production où on a besoin de mobiliser complètement les êtres humains, et ce n'est pas juste deux bras qui portent une chose ou qui boulonnent quelque chose, c'est un être humain dont on a besoin de mobiliser le cerveau pour qu'il se mette à la place du client, qu'il comprenne le problème, etc., que ce soit à des niveaux hiérarchiquement pas nécessairement élevés. Une hôtesse d'accueil, par exemple, c'est évidemment quelqu'un qui est mobilisé dans le service qu'elle doit rendre. Eh bien, ça n'est plus efficace de mobiliser les gens comme avant. Et donc, il y a une sorte de contrainte de légitimité du côté des entreprises, dans leur stratégie même, qui est, de ce côté-là, d'obtenir une validation par les travailleurs. Alors, moi, ma réponse à ça, c'est de dire, écoutez, si vous le faites déjà, formalisons-le. Parce que, évidemment, que l'avancée de la démocratisation, ça ne se passe pas via, par exemple, un maître d'esclaves qui traite super bien ses esclaves et qui peut vous montrer combien il a fait toute une série d'investissements dans leur logement, dans leurs horaires de travail, etc. Mais enfin, il ne les émancipe pas politiquement et il ne leur rend pas leur liberté. Ça me semble donc évidemment tout à fait insatisfaisant. Donc là, évidemment, il y a quand même, je dirais, c'est de l'écran de fumée ou des logiques comme ça, argumentatives et de présentation de soi des entreprises qui font croire ou aimeraient qu'on croie qu'elles font déjà toute une série de choses. Là, je suis peut-être un peu trop influencée par mes collègues juristes, mais quand même, il y a un moment, il faut regarder le droit. Et si le droit n'est pas là pour valider le droit des travailleurs, eh bien, il y a et il reste un énorme problème. Alors, deuxièmement, donc, sur cet aspect du capitalisme qui donc, et les sociologues savent ça très bien, le capitalisme, depuis l'étude de Max Weber sur l'esprit du capitalisme, on sait que le capitalisme a besoin d'une éthique, même donc de principes idéologiques qui donnent sens, en fait, à l'investissement des individus. Sans cela, les individus ne consacreraient pas toute leur énergie au travail qu'ils requièrent. Et ici, effectivement, on peut imaginer que le capitalisme se mette en position de récupérer ce que j'appelle donc la critique politique du travail. Pour ceux qui ont suivi, donc en sociologie, la dernière étape a été la critique artiste, que Boltanski et Chapelleau ont fait un grand livre en 99 sur cette capacité du capitalisme à récupérer la dernière critique qui était montée avec mai 68, qu'ils ont appelée critique artiste. À mon sens, nous sommes aujourd'hui dans une
une autre étape, si vous voulez, ce que j'appelle la critique politique. Et cette critique politique, on voit effectivement le capitalisme en position potentiellement aujourd'hui de la récupérer. Et pour moi, par exemple, les entreprises libérées, ce qui s'appelle des entreprises libérées, elles ont tout de ça. On est vraiment sur le registre politique. Il y a une prétention à libérer les travailleurs, mais libérer les travailleurs de quoi? On les libère des managers. On ne les libère jamais des actionnaires. Et donc, ici, il faut être un peu dur, si vous voulez, précis dans l'analyse. Il faut voir qu'effectivement, tant qu'on parle d'impliquer les travailleurs dans les décisions, on peut leur donner quantité de pouvoir imaginable. C'est évidemment très intéressant pour le capital de mobiliser la plus grande ambition des travailleurs, mais au moment où il s'agit de décider qu'est-ce qu'on va faire des profits, quels sont en fait nos projets d'entreprise et qui on va choisir comme top management, eh bien là, évidemment, ça reste dans les mains de ceux qui apportent des actions. Alors si ceux qui apportent, enfin du capital financier, si ceux qui apportent du capital financier sont prêts à partager ça, alors effectivement, je pense que c'est une réforme structurelle qui est de nature à changer le capitalisme. C'est-à-dire que là, on passe à un moment où on rentre dans ce qu'il faut appeler un post-capitalisme, c'est-à-dire à un moment où il y a un coup d'arrêt qui est mis au monopole des droits politiques de ceux qui apportent du capital. Et c'est ça le capitalisme, c'est ce monopole de gouverner. Et donc, tant mieux s'il y a des entreprises qui se posent la question. Il y a en fait des entreprises qui se posent la question et surtout des apporteurs de capitaux qui se posent la question. Mais pour le moment, ce qu'on voit du côté de la RSE, du côté de toute une série de responsabilités sociales de l'entreprise, etc., effectivement, ce n'est pas encore de cette nature. Et donc, troisièmement, je voulais effectivement appuyer cette distinction que Jean-Pierre faisait entre cogestion, acceptation des syndicats de la cogestion de l'économie dans son ensemble et grande frilosité sur la cogestion de l'entreprise. Alors ça, c'est l'histoire de la Belgique, évidemment. Et deux choses ici. Donc, je comprends que les syndicats ne veulent pas co-gérer les entreprises. C'est pour ça que je faisais la distinction tout à l'heure avec le modèle allemand. Le seuil de la démocratisation, il est à placer, à mon sens, d'un point de vue théorie politique, à ce moment où la partie constituante qui était dominée obtient le droit de veto collectif. Si les travailleurs peuvent bloquer les décisions, évidemment, on n'est plus dans la cogestion. Ça peut induire des problèmes de blocage dont parlait Jean-Pierre. Et effectivement, les systèmes bicaméraux sont susceptibles de subir des blocages. Alors ma réponse à ça, c'est que dans l'entreprise, plus qu'ailleurs, bien plus que dans le système politique, les acteurs ont intérêt à ce que ça fonctionne. Parce que pour tous, il en dépend leur propre rémunération. Donc, si vous voulez, des parlementaires qui font blocage, mais que de toute façon, ils ont leur indemnité de parlementaire et ils font des gesticulations devant les médias sans poujadisme, mais enfin, vous voyez que c'est une toute autre scène, évidemment, que des travailleurs et des apporteurs de capitaux qui auraient un désaccord sur le développement de tels projets pour l'entreprise. Et là, le rôle du top management est absolument crucial. Et je suis d'accord et pas d'accord sur ce qui était dit à ce niveau-là. C'est qu'il me semble que, effectivement, c'est sûr que dans des modèles bicaméraux, l'exécutif, donc la branche exécutive, a une marge de manœuvre considérable, mais son système d'incitation, pour parler comme les économistes, est complètement différent. Aujourd'hui, on le sait, le top management a une grande marge de manœuvre. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'inventer des stock options, pour essayer d'aligner le comportement des top managers en fonction des intérêts du capital. Le jour où vous avez un top management qui doit trouver des accords entre ceux qui investissent en travail et ceux qui apportent du capital, et que ceux-ci sont en fait soumis à avoir une double majorité, il doit avoir la confiance des deux collèges de votants, eh bien vous avez évidemment un top management qui est complètement différemment
oui, motivés, parce que les économistes parlent toujours d'incitation, eh bien, les incitations sont complètement différentes. Donc, cogestion, oui, pardon, je peux juste terminer cogestion d'entreprise. Il me semble que, donc, je ne vais pas revenir sur le passé, mais pourquoi aujourd'hui il y a une urgence à ce que le syndicalisme puisse rentrer dans le projet aussi de la démocratisation de l'entreprise, c'est parce que, il y est déjà, dans un pays comme la Belgique, il est là, et ce que l'on voit, c'est qu'il est d'autant plus pertinent que son implication manque. On a vu ici dans la crise du Covid, combien dans les entreprises où il y avait un CPPT qui fonctionnait bien, combien ça a fait la différence pour la qualité des conditions de reprise des travailleurs. Et les travailleurs attendent de pouvoir peser sur les conditions de leur travail. Et ce qui ne se joue pas dans une cogestion de l'économie, ce qui ne se joue jamais dans une cogestion de l'économie, c'est évidemment la question des finalités de l'entreprise. Les finalités de l'entreprise, si vous les laissez aux mains des seuls apporteurs de capitaux, eh bien, vous avez l'économie que nous avons aujourd'hui, qui est extractive vis-à-vis des humains et de la planète. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de responsabilité du syndicalisme. C'est qu'il est appelé à être à la hauteur de la situation en se mettant aujourd'hui en position aussi de construire cette représentation politique des travailleurs au niveau des entreprises pour qu'ils puissent peser sur les finalités des entreprises et les conditions de travail et assurer la solidarité trans-entreprise, comme disait le sociologue du travail George Friedman, c'est-à-dire la solidarité entre tous les travailleurs de toutes ces entreprises pour éviter que la démocratisation des entreprises soit un projet en fait de patriotisme d'entreprise. Merci de cette réponse. Malheureusement, Jean-Pierre, je n'ai pas l'occasion de vous laisser réagir. On va tout de suite passer à Marie-Hélène. Marie-Hélène Skia est secrétaire nationale générale de la CSC. Elle est sociologue. C'est une voix forte du syndicalisme en Belgique, une voix forte, articulée, féministe. Et donc, c'est une voix qui va pouvoir s'exprimer vraiment au nom des syndicats, parce qu'il y a deux personnes qui ont parlé au nom des syndicats. On va entendre vraiment ce que les syndicats pensent, sachant que la CSC a toujours été une organisation syndicale, on peut dire, ouverte à de nouvelles idées comme celle-là. Et donc, on a vraiment envie, Marie-Hélène, de t'entendre réagir à la proposition d'Isabelle après la brillante introduction historique de Jean-Pierre. Merci. Mais donc, il y a pas mal de rappels historiques qui ont été faits et qui sont importants, parce qu'effectivement, les positions syndicales, elles sont ancrées dans l'histoire et elles sont ancrées dans la culture. Donc, d'abord, je dois dire que je peux que redire que ces questions elles ne sont pas nouvelles, qu'elles sont au cœur des débats syndicaux depuis très longtemps. Nous avons à la CSC consacré plusieurs congrès depuis l'après-guerre à ces questions-là. Et la réponse a toujours été celle que Jean-Pierre Hansen a donnée. Donc, à savoir, oui, pour peser davantage dans ce qui se passe dans l'entreprise, oui, pour interroger les questions de sens dans l'entreprise, oui, pour interroger les rapports de force dans l'entreprise, mais non à une forme, parce que c'est comme ça que ça a toujours été présenté, de codétermination dans l'entreprise. Jugeant, et les débats ont été menés à 10 ans d'intervalle chaque fois, donc avec des nouvelles générations, dans un contexte chaque fois différent, jugeant que ce n'était pas le rôle fondamental des travailleurs dans l'entreprise. Donc la réponse, elle a été reposée encore récemment sur la notion des conseils d'entreprise européens, la manière dont on s'y positionne, etc. La réponse a toujours été la même. Mais je veux revenir quand même sur plusieurs éléments qui me semblent importants. La démocratie, effectivement, elle ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise, vraiment pas. Et c'est une lutte quotidienne. Nous aurons en novembre des élections sociales. Je pense qu'il faut mesurer la portée de ce que ça veut dire. Donc, même si nous n'avons pas de système bicaméral en Belgique, nous allons, par exemple, c'est vrai pour la CSC, c'est vrai pour les autres organisations syndicales, nous allons présenter au mois de novembre 60 000 candidats aux élections sociales. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, c'est une forme de démocratie à l'intérieur de l'entreprise qui est extrêmement importante. Mais par contre, je voulais revenir sur l'argument que Jean-Pierre Hansen a évoqué, parce que je pense qu'il est au cœur de la dynamique syndicale. Nous avons toujours estimé à la CSC que nous devions, entre guillemets, co-gérer l'économie. Depuis 1944, en tout cas, depuis le pacte social, c'est comme ça. Pas nécessairement dans les entreprises, et c'est la différence avec les Allemands. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a une différence de nature d'entreprise aussi, de nature de capitalisme, avec ce qui se fait en Allemagne et qu'on ne peut pas le sous-estimer.
Je prends l'exemple allemand juste 2 minutes à titre d'illustration. En Allemagne, ce que l'on appelle les entreprises sont pour la plupart ce qu'ils appellent des moyennes entreprises, mais des moyennes entreprises à l'allemande qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Ce sont des entreprises qui comptent entre 500 et 5000 travailleurs, ils appellent ça une moyenne entreprise. Mais la structure même de ces entreprises est une structure à capitalisme et à capitaux essentiellement allemands, en grande partie, voire de capitaux familiaux, y compris pour des grandes entreprises comme ceux-là. Ce qui nous ramène à une dimension d'entreprise que nous avons connue en Belgique. Et donc pour lesquelles les parties, j'ai bien retenu la différence entre parties prenantes et parties constituantes de l'entreprise, fait qu'il y a une logique puisque les parties constituantes de l'entreprise sont face à face. En Belgique, et je pense que c'est une grosse difficulté du débat qu'Isabelle initie, c'est que les parties constituantes ne sont pas autour de la table. En particulier quand nous avons des sociétés, comme c'est le cas en Belgique, avec des actionnaires qui sont je ne sais pas où. L'exemple le plus frappant que vous connaissez tous, c'est Caterpillar, évidemment, où imaginez un système de bicamérisme chez Caterpillar, avec un actionnaire qui est un actionnaire canadien, qui débarque par hélicoptère 12 minutes pour venir expliquer qu'il ferme l'entreprise, bicaméralisme ou pas bicaméralisme, l'interlocuteur que vous avez en face de vous n'est pas le patron. Donc nous avons un problème fondamental qui est, je pense, lié au type de capitalisme qui s'est développé chez nous, qui est un type de capitalisme actionnarial, où l'actionnariat est extrêmement volatile, n'a même aucune conscience qu'il a une responsabilité sur le fonctionnement de l'entreprise, et donc ça rend la position des travailleurs un peu différente. Deuxième élément, je pense, qui joue dans un pays comme le nôtre, je vais me concentrer sur la Belgique parce que je vois aussi les comparaisons avec nos voisins. Nous sommes une économie de PME, mais pas de PME à l'allemande. Nous sommes une économie de petites entreprises, quand même un nombre d'entreprises de plus de 1000 travailleurs ou de plus de 5000 travailleurs, alors on peut les compter quasi sur les doigts d'une main, mais surtout avec des chaînes de valeur. Et donc nous avons toujours, par contre, si nous ne sommes pas entrés dans un système de bicaméralisme, nous avons toujours voulu peser sur les chaînes de valeur. D'où une forte implication européenne et internationale, d'ailleurs, pour pouvoir montrer ces chaînes de valeur et peser sur les conditions de travail et les conditions de rémunération des travailleurs où qu'ils se situent. Donc ça a été un petit peu la manière dont nous avons répondu à cela. Alors je viens tout de suite sur une série de questions qui se posent évidemment. Je pense qu'on est dans une fausse codétermination de l'économie. Nous sommes dans une fausse codétermination de l'économie. Les exemples les plus frappants sont des exemples un peu anecdotiques, mais qui ne le sont pas tant que ça. Si je regarde la composition du groupe des 10, par exemple, nous ne sommes pas 10, mais nous sommes 11. Le 11e homme étant le président de la Fédération des entreprises de Belgique, qui n'est donc pas neutre. Et le secrétariat, même s'il est très informel, du groupe des 10, est un secrétariat patronal. Nous l'avons d'ailleurs contesté à plusieurs reprises en disant on pourrait faire un secrétariat à tour de rôle, au moins ça assumerait une autre vision des choses. Deuxième exemple, la loi Renault, la loi sur les restructurations. Les collègues sont dans la salle, ils ont longuement travaillé pendant plus de 2 ans sur une révision de la loi Renault sur les restructurations. Un des enjeux clés pour nous était d'anticiper les restructurations, était de pouvoir, y compris, outiller les travailleurs de l'entreprise sur des données à caractère financier pour pouvoir formuler des propositions. Ces 2 exemples ont été refusés, bloqués à multiples reprises par les représentants employeurs en disant « ça jamais ». Au nom justement de l'argument que tu utilises, à savoir l'entreprise nous appartient et il est hors de question que quelqu'un d'autre vienne expliquer comment on pourrait imaginer un autre modèle de l'entreprise. Et donc, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui doivent nous inviter à réfléchir, et c'était ce que je voulais renvoyer vers Isabelle. Tout d'abord, ce qui pèse aujourd'hui dans les entreprises, c'est la question du sens. C'est énorme. Plus que la question de la contestation sur le capital, même si elles sont liées, parce que je pense qu'une bonne partie de la perte de sens de l'entreprise aujourd'hui, elle est liée à l'épuisement des ressources. Quand je vois le nombre de malades de longue durée, effectivement, on a poussé le bouchon vraiment trop loin aujourd'hui. J'étais très contente d'entendre des économistes dire qu'en matière de productivité, par exemple, nous étions entrés dans la loi des rendements décroissants et qu'on est allé tellement loin qu'aujourd'hui, aller chercher un peu plus de productivité dans l'entreprise, c'est vraiment...
On a essayé l'actionnariat salarié, on a essayé les cercles de qualité, on a essayé toute une série de choses. L'épuisement est là, donc on n'y arrivera plus. Donc la question du sens est extrêmement importante. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aurez noté, mais dans les derniers grands mouvements de grève que nous avons menés encore il y a 2 ans d'ici, c'était autour de la question du salaire minimum et des revendications en la matière. Nous avons fait une journée de grève dont l'intitulé était « Respect ». Juste respect. Respect pour, effectivement, la prise en compte du fait que ce sont les travailleurs qui créent la valeur de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est très facile de bloquer le fonctionnement de la Commission européenne. Il suffit que les entreprises de gardiennage qui font l'accueil se mettent en grève. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui travaillent derrière des bureaux à l'accueil, fonction invisible, ou que le nettoyage s'arrête, nettoyage qu'on ne voit jamais, donc tous ces invisibles. Et effectivement, la crise du Covid ou la pandémie que nous vivons aujourd'hui nous a rappelé l'importance de ces invisibles, la question de savoir qui produit du sens, qui produit du travail, etc. Donc c'est surtout sur ces questions-là que nous sommes au travail aujourd'hui, et je pense qu'il faudrait le lier aussi aux questions qu'Isabelle étudie. La question de la notion de subordination aussi. C'est une question extrêmement difficile. Je ne sais pas comment nous allons collectivement l'aborder, parce que, par exemple, la généralisation du télétravail pendant la période Covid renvoie à des questions redoutables par rapport à cela, et à une individualisation croissante de la liaison au travail qui va, me semble-t-il, déforcer le rapport de force des travailleurs. Donc il faudra qu'on puisse revenir sur ces questions-là. Reformuler la notion de partie constituante. Je pense que si on veut faire avancer le rapport de force et le pouvoir des travailleurs dans l'entreprise, il faut redéfinir ce que sont les parties constituantes de l'entreprise. Et aujourd'hui, la plupart des dirigeants d'entreprise, ce que l'on appelle les dirigeants d'entreprise, en tout cas dans les entreprises dont le capital ne leur appartient pas, ne sont pas les dirigeants de l'entreprise. Et ça crée une frustration et une illusion d'avoir des interlocuteurs, mais qui sont des interlocuteurs qui doivent fonctionner dans le cadre qui est là. Alors la question, pour nous, qui est une question centrale, c'est la question de la répartition primaire de la valeur ajoutée, et Jean-Pierre Hansen y a fait allusion. Donc tant qu'on est dans le pacte de 1944 et de les institutions qui ont été gérées pour dire finalement on crée de la richesse, donc c'est la fameuse phrase de Helmut Schmidt à l'époque, les investissements d'aujourd'hui sont les bénéfices de demain et les emplois d'après-demain. J'ai encore entendu des représentants patronaux importants me le redire il n'y a pas plus tard qu'une semaine en disant enfin il faut comprendre qu'il faut d'abord investir et si possible que l'État investisse d'abord et puis après on pourra avancer. Ah oui, vous allez voir, dans 15 jours, on va entendre qu'il faut relancer les investissements publics et surtout dans la brique, les ponts, les chemins de fer, etc., de manière à restaurer l'économie et puis après, surtout que l'État pompier s'arrête. Donc je pense que si on veut faire avancer les questions que tu évoques, Isabelle, il faut que les responsables politiques et donc l'État prennent conscience de ce renversement complet de qui produit de la valeur, qui produit du travail, quelles sont les chaînes de valeur qui sont importantes, que l'on puisse contester fondamentalement cette vision qui est intrinsèque au capitalisme, qui est une vision que Jean-Pierre Hansen a rappelée, qui est une vision de très court terme et de toujours aller boucher les trous. La nature n'aime pas le vide. Et donc il faut pouvoir réintroduire absolument ces débats-là. Et il faut réintroduire ce débat sur la répartition primaire de la valeur ajoutée. La part des salaires, par exemple, dans la valeur ajoutée depuis les années 80, c'est effrité. C'est le cœur de la discussion. C'est exactement le cœur de la discussion et c'est, je peux vous le dire aujourd'hui, ce qui est non discutable avec les représentants employeurs parce qu'ils sont évidemment bien au clair que ça menace toute la structure de pensée qui est la leur. Donc je pense qu'on n'est pas sur un modèle seulement organisationnel, on est vraiment sur la crise du fond du modèle du capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et donc, Marie-Hélène, c'est un oui que j'entends. Oui, il faut aller vers le bicamérisme. Non, oui, il faut renforcer la prise que les travailleurs ont sur leur travail au quotidien et sur la discussion sur la valeur dans l'entreprise. Sur les formes, je pense qu'il faut continuer la réflexion. Et que ces réflexions-là, en tout cas pour ce qui nous concerne à la CSC, elles doivent pouvoir être fonction du tissu dans lequel nous sommes et de leur évolution dans le temps. Donc nous ne voulons pas nous focaliser sur
une forme modalité, d'intervention dans D'accord. l'entreprise parce qu'elles peuvent être différentes. Je termine par un tout petit exemple sur on le voit dans le non-marchand, par exemple. Dans les hôpitaux, il y a une prise de conscience que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez besoin du personnel qui est là pour pouvoir travailler. Et donc, il y a une forme de prise de conscience de cela. À l'inverse, l'anti-modèle absolu est sans doute le modèle de la distribution aujourd'hui. Depuis des années, les organisations syndicales demandent aux interlocuteurs patronaux du secteur de dire réfléchissons à la digitalisation, à la manière dont ça va fonctionner. Refus, refus, refus en disant ne vous mêlez pas de ça, ça ne vous regarde pas. Et aujourd'hui, le Covid nous montre qu'on est en train de mettre les magasins sur les routes encore un peu plus qu'on ne le fait, avec des conséquences sociales énormes, avec une déstructuration complète du secteur. Et l'argument massu qui est utilisé, c'est de dire nous n'avons pas le choix. Et donc l'anticipation, l'absence d'anticipation, l'absence de régulation par une tierce partie prenante qui pour moi est l'État, met en danger aujourd'hui vraiment, y compris ces formes de bicaméralisme qui pourraient exister. Merci beaucoup. Isabelle, puisqu'on aimerait bien encore écouter Eric après, bien entendu, le débat est passionnant et qu'on aimerait bien, il y aura sans doute des questions dans la salle. Essayez de répondre court. Moi, peut-être, ce qui me semblait intéressant, c'était la question de l'exemple de Caterpillar et le fait que les parties constituantes, quelque part, ne sont pas autour de la table. C'est une des critiques, je pense, que tu as déjà entendues sur la théorie en disant financiarisation de l'économie, actionnariat lointain, etc. Et après, on ira justement avec Eric, chef d'entreprise et actionnaire de son entreprise. Donc, il me semble que ce point-là peut être vraiment intéressant. Tout à fait. Tout ce que Marie-Hélène a dit d'intéressant, bien entendu. Tout à fait. Et pour moi, justement, merci beaucoup. C'était vraiment... on est sur vraiment toutes les questions qui comptent. Et à mon sens, ce que tu as décrit, c'est justement ce à quoi peut aider le projet de démocratisation de l'entreprise. Parce que justement, précisément, réancrer le capital dans ces investissements, ça veut dire ne pas renoncer à, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui évidemment, et c'est ce qu'a fait 40 années de néolibéralisme, renoncer à structurer les formes de l'entreprise. Et quand on dit, on entend ça tout le temps, et donc là je voudrais faire juste ma prof 2 minutes sur 2 notions, c'est que pour appuyer ce que tu as dit, d'une part, les entreprises, il n'y a pas des propriétaires d'entreprises. Il y a des propriétaires d'actions. Bien sûr, on possède quoi? Une action. On ne possède jamais une entreprise. Une entreprise est justement une entité qui n'est pas possédée par des individus. Ce sont les actions qui alimentent l'entreprise qui sont individuellement possédées. Et c'est pour ça que cette entreprise pose question et qu'elle peut donner lieu à une théorie politique sur ce qu'est l'entreprise, comme il est aussi ridicule de penser que le président des États-Unis détiendrait ou posséderait, ou même le Congrès américain détiendrait les États-Unis. Jeff Bezos ne possède pas l'entreprise. Il possède une série d'actions. Il faut lire Jean-Philippe Robé sur cette question, si ça vous intéresse, qui est un spécialiste du droit des sociétés. Deuxièmement, aussi sur les notions, précisément la perte de sens, et là je vais faire ma prof de sociologie et sortir Karl Marx, mais le concept d'aliénation chez Marx, à quoi ça sert le concept d'aliénation? C'est justement pour mettre le doigt sur ce qui se vit pour le travailleur quand il est incapable de peser sur les finalités de son travail. Aliénation, devenir étranger à soi-même. Et c'est ça que vit effectivement le travailleur quand il demande du respect. Mais le respect, c'est quoi? Le respect, c'est obtenir cette reconnaissance que mon investissement, effectivement, compte, qu'il fait une différence. Oui. Et pour obtenir cette reconnaissance, si vous voulez, vous pouvez tirer le fil comme vous voulez. À mon avis, il faut aller jusqu'au plan politique, du point de vue philosophique. C'est-à-dire il faut aller jusqu'au moment où vous mettez l'individu en position de pouvoir peser sur les finalités qu'il sert. Parce que servir les travailleurs, ils sont partants pour servir, ils veulent bien être dans une économie de service, ils veulent bien servir le client. Mais ce n'est pas parce que le client est servi que le travailleur en devient son esclave. Et donc ça, c'est vraiment la question de l'émancipation politique, comment mettre les travailleurs en position de participer à déterminer les finalités qu'ils servent, et donc effectivement aller jusqu'au cœur de l'entreprise. À mon sens, c'est crucial, parce que
Dernier point, c'est que toute la compréhension de la régulation de l'économie au XXe siècle par les forces, je dirais, social-démocrates, la gauche, a été en fait une grande focalisation sur le marché, réguler le marché. Bon, ça c'était les principes keynésiens. Eh bien, on a vraiment négligé l'entreprise comme l'institution. Il y a vraiment deux institutions là qui structurent l'économie. C'est les marchés, bien sûr, mais c'est l'entreprise. Et on a négligé le marché et elle est l'entreprise, pardon, et on a négligé l'entreprise. Et en laissant, dans cette négligence, évidemment, on se perd toujours, on perd les moyens de reprendre le contrôle, en fait, sur le capitalisme, qui est ce monopole de la décision, ce monopole des pouvoirs politiques sur ce qu'on produit, ses finalités, et puis comment on va le faire. Éric Dombe est donc le patron de Paris Dasa. Pour un écolo, Paris Dasa, c'est compliqué, parce qu'à la fois, c'est une entreprise qui va être autonome en matière de production énergétique, et puis il y a l'enjeu du bien-être animal, etc. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va surtout parler du fait qu'Éric est avant tout un fantastique passeur de rêves, de vouloir partager son rêve, de rapport à l'animal, de rapport aux cultures du monde, de rapport au paysage du monde, et il se définit lui-même comme un jardinier. C'est vrai que Paris Dasa, moi, je suis un grand fan, c'est un vrai jardin extraordinaire. Mais un jardinier au sens propre aussi, puisqu'Éric a commencé Paris Dasa tout seul, avec ses petites économies. Il a travaillé effectivement la terre tout seul et il me dit qu'il le fait toujours aujourd'hui. Et c'est avant tout aussi un entrepreneur, ce qui sur nos terres wallonnes n'est pas non plus si fréquent que ça, puisque Paris Dasa aujourd'hui, c'est 500 travailleurs. Et par ailleurs, l'autre aspect intéressant de Paris Dasa et de la vision d'Éric Dombe, c'est qu'alors que Paris Dasa est un moment en bourse, il a décidé de sortir de la bourse pour entrer justement dans une démarche de long terme que Marie-Hélène évoquait. Il a choisi un très mauvais président de club de foot comme co-actionnaire, mais c'est sans doute un très bon actionnaire. Donc on est à Liège, vive le Standard à Anderlecht. Et ce qui est surtout intéressant, c'est évidemment que comme propriétaire, Isabelle dirait des actions de son entreprise, Éric dira peut-être comme propriétaire de son entreprise, qu'est-ce que cette proposition suscite chez toi en toute liberté par rapport à ton vécu d'entrepreneur et de propriétaire de l'entreprise qui se bat au quotidien. Et Éric me disait avant de parler qu'il investit 50% de son chiffre d'affaires chaque année. Il y a peu d'entreprises qui font ça. Et Paris Dasa est à la fois une entreprise intense en capital à cause de ses investissements, mais aussi intense en travail, vu les services aux visiteurs, aux animaux, etc. Donc on trouvait que c'était un cas d'école très intéressant pour réagir par rapport à la proposition d'Isabelle. Merci Éric. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette discussion qui est passionnante. Dans le mot passion, il y a intérêt et souffrance. Je voudrais dire d'emblée à Isabelle que j'ai le bonheur de connaître combien je suis heureux que le monde académique et celui de la recherche cherchent des solutions efficaces, sanctionnées par le droit, pour permettre à la grande majorité de ceux qui font fonctionner les entreprises de réaliser leur projet de vie personnel et d'être non seulement respectés comme la morale et l'éthique élémentaire devraient l'exiger, mais aussi devoir exprimer ce respect sous la forme d'une répartition du pouvoir. Alors, ces fleurs ayant été offertes à Isabelle, je suis d'avis que le médicament qui est proposé ici va probablement tuer le mal, mais il va aussi tuer le patient. Permettez-moi de rappeler tout d'abord que, et vous l'avez dit, Marie-Hélène, il y a quelques instants, que l'économie de notre région, parlons de la Wallonie, c'est une économie de petites entreprises. La moyenne de l'emploi d'une entreprise en Wallonie, c'est 8 personnes. Isabelle, savez-vous combien d'entreprises de plus de 2000 personnes sont présentes sur le territoire wallon? C'est une très bonne question. Non. Il y en a 5. 5 entreprises, je parle d'entreprises qui occupent plus de 2000 personnes parce que le système de la cogestion d'entreprises en Allemagne s'adresse à ces entreprises-là, des entreprises de 2000 travailleurs. Et effectivement, comme vous le disiez très justement, ce n'est pas un véritable système qui donne le pouvoir, c'est-à-dire 50% des voix plus une aux travailleurs en Allemagne, puisque, comme vous l'avez dit, le président du conseil de surveillance en Allemagne a 2 voix.
nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure ici. Il n'y a que 5 entreprises de ce type en région wallonne. 3 de ces entreprises appartiennent à des capitaux étrangers, qu'il s'agisse de GSK ou d'AGC par exemple, britanniques, japonaises, Cora est français. Alors il y a deux entreprises de 2000 personnes qui sont détenues par des Wallons, c'est Laurentis, si mes souvenirs sont bons, et les boucheries Renman. Et donc il faut quand même savoir de quoi l'on parle ici. Et je vais essayer, je ne suis pas un académicien, je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre, et donc forcément je dois partir de mon expérience personnelle pour vous expliquer à quel point je considère que le remède qui est proposé par Isabelle, en tout cas sur le territoire de notre région, est mortel. Il y a un grand absent dans la discussion que nous avons ici. On parle des travailleurs, l'essentiel des forces vives d'une entreprise aujourd'hui, c'est évident. Et en discuter, je dirais, mettre ça en doute est tout simplement indécent. Et on parle du capital. Mais je pense qu'il y a un immense absent. Il y a le soldat ou la soldate inconnue là-dedans, c'est celle ou celui qui porte une idée qui va devenir le papa ou la maman de l'entreprise en question. Et comme vous le savez, 99% des entreprises, 8 personnes en moyenne, ce sont donc essentiellement des individus qui conduisent à la destinée de ces petites entités qui font l'essentiel de l'économie wallonne. Alors pourquoi est-ce que je pense que l'idée d'Isabelle est une idée qui est mortelle? Pas pour des raisons morales, pour des raisons d'efficacité pure et simple. Je vais essayer très brièvement de vous raconter ma petite histoire. Elle n'a rien d'édifiant, bien entendu. Je pense que Peridesa est une entreprise qui, sur plein d'aspects, pourrait être fortement améliorée si son initiateur avait été ou était plus intelligent, plus ouvert, moins borné, que sais-je. Mais j'aimerais quand même revenir en fait à ce que je connais un petit peu, puisque finalement je suis le papa de ce jardin. Et si je me permets de parler de ce que je connais un peu, puisque j'étais le premier témoin de l'histoire de Paradisio puis Peridesa, c'est parce que je suis convaincu que tous les entrepreneurs qui pilotent leur entreprise en Wallonie se retrouveront dans les propos que je tiens devant vous maintenant. Quand j'ai commencé mon idée, à développer mon idée, j'avais peu de sous, et j'avais une idée. Et cette idée, elle n'appartenait à personne d'autre qu'à moi. Et à ce point-là, à ce stade-là, elle ne valait rien, bien entendu. Une idée qui n'est pas réalisée ne vaut rien. Mais c'est l'élément déclencheur. On peut appeler ça le spermatozoïde, si vous voulez. Sans spermatozoïde, il n'y a pas de fécondation. Il y avait d'abord une idée. Et puis, au fur et à mesure que cette idée était de plus en plus lancinante, cette idée s'est transformée en une envie, en un désir extrêmement fort. Désir qui fait qu'on perd toute raison, on dépose sur la table toutes ses économies, on s'endette jusqu'à la 6e génération, on va taper tous ses copains, on emprunte à sa famille pour réaliser ce qui, à tort ou à raison, va donner sens à votre vie. C'est comme ça que l'entreprise démarre. C'est aussi simple que cela. Et effectivement, ce rêve, je suis parvenu à le réaliser. Enfin, rêve, c'est un grand mot. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup plus souvent à un cauchemar qu'un rêve, pour tout vous dire. Est devenu un rêve partagé, bien entendu. Mais au départ, c'est une vision qui est assez cohérente, assez claire de ce jardin des mondes que j'ai rêvé à 32 ans. Alors oui, je n'avais pas assez de capital pour le faire, donc le capital est évidemment important, mais il y a l'idée. Et pour finir, après toute une série de vicissitudes, cette entreprise qui a connu, comme la plupart des entreprises naissantes, toutes les maladies d'enfance, qui peuvent être mortelles d'ailleurs, est parvenue à quelque chose qui ressemble à un succès. Nous avons des cadres des plus grands jardins botaniques et zoologiques qui nous rendent visite pour essayer de comprendre comment, entre Mons et Ath, il est possible d'accueillir autant de monde dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, puisque presque un Wallon sur 3, chaque année, nous rend visite. Alors, si aujourd'hui, la proposition d'Isabelle se transforme en loi, qu'est-ce qui va se passer demain? Soyons très pragmatiques. Demain,
il y a une deuxième chambre, à part le conseil d'administration, qui représente les travailleurs et qui dispose, c'est dans le texte, de 50% des voix plus une. En d'autres termes, les collaborateurs que nous avons fait venir depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, qui, permettez-moi quand même d'insister sur ce point, peuvent, en l'espace de quelques jours, quitter l'entreprise pour aller travailler ailleurs, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui s'endette jusqu'au cou et qui n'a pas encore fait le premier euro de bénéfice et qui essaye de patauger dans la merde pour pouvoir survivre. Lui, il n'a pas le choix de partir pour aller travailler ailleurs. Il doit simplement survivre et mordre sur sa chic. Et donc, si ce projet doit voir le jour, je parle pour Pays d'Alsace, mais vous avez compris que je parle évidemment pour toutes les entreprises petites qui représentent l'essentiel de l'économie wallonne, eh bien, du jour au lendemain, je ne suis plus maître de la vision qui était la mienne au départ. Les règles du jeu que j'ai proposées, je n'ai imposé à personne de rejoindre Paradisio, je n'ai imposé à personne de rejoindre notre aventure, que ce soit en 1993 ou en 2020. Ce projet personnel qui est devenu, certes, une aventure collective, mais qui a une personnalité qui ressemble à quelque chose qui a été rêvé par quelqu'un, avec sa cohérence, pourrait accueillir des attractions mécaniques, pourquoi pas, s'il est démontré que c'est plus rentable. On peut remplacer la pierre, on peut remplacer le bois par du plastique, pourquoi pas. Et donc, finalement, je me retrouverai totalement dépossédé, non pas de la rémunération du capital, mais de quelque chose de beaucoup plus important que cela, qui n'appartient qu'à une seule personne, à moi. C'est le démarrage de ce projet. Et pourquoi est-ce que je pense, Isabelle, que votre projet est mortel? Tout simplement, bon, il y aura des victimes, évidemment, ce sont les personnes comme moi qui, du jour au lendemain, peuvent être mises à la porte, puisque, soyons cohérents, moi je suis quelqu'un d'assez terre-à-terre. À partir du moment où le travailleur représenté dans cette chambre peut décider qu'il a un droit de veto, qui peut diriger l'entreprise, logiquement, en théorie, si je ne suis pas d'accord pour repeindre les volières d'une certaine manière, j'exagère un peu, je pense que l'enjeu sera sans doute plus important que celui-là, je suis dehors. J'ai respecté le droit social, j'ai respecté toutes mes obligations vis-à-vis de tous mes collaborateurs. Demain, parce que j'estime que le virage que l'entreprise pourrait prendre, suivant les propositions de cette Chambre, et qui transformerait fondamentalement ce que je considère comme l'âme même de ce projet, et c'est pourquoi je me suis battu pendant autant d'années, je n'aurai qu'à m'incliner, bien entendu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous croyez, mesdames et messieurs, franchement, que si un tel projet devait voir le jour, il y aurait encore une femme ou un homme assez fou pour s'investir à fond dans un projet d'entreprise et se sentir totalement dépossédé à un moment des décisions les plus essentielles qui la concernent? Et c'est pour cette raison précise, qui n'est pas une raison morale, qui est une raison humaine, psychologique, et qui exprime simplement une vérité qui, je crois, pour moi, est incontestable, mais qui n'est reconnue par quasiment personne. Je pense que le seul économiste qui ait jamais reconnu l'importance d'un entrepreneur, c'est Joseph Schumpeter. Vous imaginez, dans le monde colossal des économistes, il y en a un qui a dit, mais finalement, la madame ou le monsieur qui a l'idée et qui la transforme en une entreprise a un certain rôle, une certaine importance. Voilà, très maladroitement sans doute, les propos que je voulais partager avec vous. Pour des gens comme moi qui ont déjà créé leur entreprise, ce serait trop tard. Ils ne pourraient que s'incliner. Mais pour toutes celles et ceux qui envisageraient de créer une entreprise et qui courraient du jour au lendemain, parce qu'ils engagent 2 collaborateurs, se retrouver dépossédés de leur projet de vie, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup qui se presseront au portillon. Merci beaucoup. Merci Eric. Alors Isabelle, ça c'est du lourd là. Oui, merci beaucoup Eric. Donc avec vraiment le respect que j'ai pour le projet d'une vie, je vais essayer de préciser quelques dimensions qui me font penser que nous ne nous comprenons pas bien. Je pense que la dimension la plus importante ici, elle tourne autour de ce que j'appelle l'investissement en travail.
pour moi, donc, le porteur d'un nouveau projet entrepreneurial, l'entrepreneur, celui qui a une idée, il est en fait l'investisseur en travail par excellence. C'est d'abord, donc, c'est vous, en tant que créateur de cette idée, et puis vous, en tant que le metteur en œuvre initial de l'idée, c'est au travers, et c'est ça que je vise par investissement en travail, c'est vous êtes le premier investisseur en travail de votre entreprise. Et je pense que là, il y a une votre témoignage, à mon sens, il met bien en valeur les biais que le capitalisme génère dans notre vision de la société et dans notre vision de l'entrepreneuriat. C'est que, en fait, il n'y a pas de raison de rabattre l'entrepreneur, cet investisseur en travail par excellence, sur sur le capital. Hein? Alors vous avez dit, oui, au niveau de la genèse d'une entreprise, c'est souvent cette personne-là qui va apporter du capital, donc elle va se retrouver des deux côtés des parties constituantes. Mais en fait, la partie constituante qu'elle anime d'abord, c'est du côté des investisseurs en travail. Ça, c'est vraiment important à mon sens parce que moi, j'entends toute une série de témoignages du côté d'entrepreneurs qui me disent, donc je pense précisément par exemple à des gens qui ont un projet du côté de la recherche scientifique, qui découvrent, qui font des innovations, donc qui découvrent des choses qui pourraient en fait devenir rentrer sur le marché et qui veulent développer cette innovation plus avant pour créer une entreprise. Ce que l'on voit là, c'est que eux justement témoignent du fait que quand il y a un apport en capital qui est fait, une fois qu'il faut mettre du capital pour développer ce projet entrepreneurial, eh bien, les financiers, évidemment, vont prendre du pouvoir puisque nous allons nous retrouver très classiquement dans des structures de sociétés anonymes où les parts vont être distribuées avec ces nouveaux apporteurs de capitaux et qui vont potentiellement minorer la part, la place que l'investisseur en travail va avoir. Et donc, ce que j'entends, mais ce qui demande une sorte de révolution mentale, c'est que quand je vois ces porteurs de projets-là, ce qu'ils me disent, c'est « Eh bien, nous aimerions, en fait, pouvoir être reconnus comme investisseurs en travail, parce que ça va sécuriser notre vision de ce pourquoi nous voulons faire cette innovation, et nous allons avoir la garantie que peu importe la quantité d'apport en capital qui va être fait, nous allons pouvoir maintenir une capacité via cette double majorité sur le futur du projet de l'entreprise. Donc on peut le voir en fait tout à fait différemment, à l'inverse, c'est-à-dire, et je comprends que dans je comprends bien ce que vous dites dans une perspective biographique, et la biographie qui est la vôtre, mais je ne pense pas qu'il faut radicaliser le propos dans le sens où une réforme de l'entreprise telle que celle dont nous parlons de démocratisation de l'entreprise serait défavorable à l'entrepreneuriat. Au contraire, donc moi, les témoignages que j'entends, ce sont des témoignages de porteurs de projets qui n'ont pas les capitaux, qui ont besoin de faire venir des capitaux et qui, à ce moment-là, veulent pouvoir garder une main décisive sur leur projet. Donc, donner à cette chambre des représentants... Alors voilà, deux autres points. Oui, mais donc, moi, ce qui m'importe, et c'est dans la lignée de ce que disait... Marie-Hélène Ska, ce qui m'importe, c'est le principe philosophique. Le principe philosophique issu de l'histoire bicamérale, c'est ce principe qui veut qu'on reconnaisse à cette partie constituante oubliée la possibilité de peser de manière significative, c'est-à-dire de valider ou pas les décisions. Les modalités que ça doit prendre,
Je pense que ça, et le diable est dans les détails, je ne suis pas architecte, mais c'est évident, ça doit se discuter. Et c'est pas pour rien, évidemment, qu'en droit social, en droit collectif du travail en Belgique, par exemple, on ne reconnaît pas et on n'impose pas les mêmes contraintes en termes de droit du travail sur, justement, une petite entreprise, une PME de 2-3 personnes et une entreprise de 500 ou 2000 ou de 3000. Donc, là, évidemment, ma réflexion... Moi, je suis sur une réflexion sur les principes philosophiques. Maintenant, les contraintes que ça peut enclencher, évidemment, il faut y réfléchir et il faut y réfléchir de manière ajustée. Et on l'a dit tout à l'heure, la taille, mais aussi le type d'industrie auquel on a affaire, le type de secteur d'activité, etc. Et dernièrement, c'était que l'enjeu de la représentation, c'est justement la construction des structures d'une société. Non, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais donc... Pardon, je m'arrête là. Oui. Vite une remarque, parce que je sais que vous devez partir. Juste très brièvement, une remarque. J'ai moi-même été témoin de plusieurs situations que vous évoquez ici, de jeunes entrepreneurs qui ont une superbe idée et qui n'ont pas les capitaux nécessaires pour pouvoir les réaliser. Je pense, pour rester sur le registre de l'éthique, que nous devons faire preuve d'un devoir de transparence. Si ces personnes qui n'ont pas les capitaux nécessaires pour lancer leur projet s'adressent à des gens qui ont de l'épargne à investir, ils devraient avoir l'honnêteté de dire à quoi vont ressembler les règles du jeu. Vous mettez vos économies, votre épargne dans ce projet, vous ne déciderez pas qui dirigera le projet peut changer totalement de configuration. La rémunération de votre épargne, ce ne sera pas vous qui allez le décider. Moi, je n'ai aucun souci à ce que l'on mette en œuvre ce genre de réforme à partir du moment où l'épargnant est correctement informé des conséquences de l'organisation qui est proposée ici. Et mon sentiment ne vaut rien, je dis c'est ma vérité à moi, donc c'est très relatif, c'est que venir avec ce genre de propositions à des personnes qui souhaitent investir leur épargne risque de connaître quelques difficultés pendant un bon bout de temps. Merci. Alors, on a un peu explosé le timing, mais le grand chef Christophe de Rennes nous permet de continuer un petit peu. Je vais devoir, malheureusement, vu le timing, parce qu'il y a des débats qui s'enchaînent juste après le repas, limiter à 2 questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions? Gérard et Barbara. Gérard? Il faut descendre au micro, pardon. Il faut descendre au micro là-bas. Comme ça, on a un équilibre des gens dans les questions. Non, allons-y, on ne va pas non plus... Je vais parler comme ceci. Chaque fois que j'entends la proposition d'Isabelle Ferreiras, je suis épaté de la force et de l'intelligence de cette proposition-là. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les obstacles auxquels elle va s'affronter. Je pense brièvement à 2 choses. C'est à propos d'un bouquin de Sylvain Piron qui s'appelle « L'occupation du monde » et qui parle dans l'histoire de l'Occident avec la question de la légitimité du capital qui est liée à l'historique de la propriété de la terre. Et ce modèle-là, c'est sur des centaines d'années qu'il s'est sédimenté, fossilisé. Et donc à ça, faire des fissures là-dedans, ce n'est pas évident. La deuxième chose, c'est le mot de plus-value que Marie-Hélène Ska a évoqué. Et donc là, j'évoquerai un bouquin de Pierre Charbonnier qui s'appelle « Liberté et abondance » pour faire le lien avec l'introduction d'Isabelle Ferreiras. C'est dans le compromis fordiste, on a le monde du travail qui accepte de payer le prix de son manque de liberté, de sa santé éventuellement, mais en échange de ça, il y a une répartition de la richesse produite entre le capital d'une part et, par exemple, la sécurité sociale de l'autre. Dans un contexte où l'extractivisme n'est plus possible, comment allons-nous pouvoir rencontrer encore des légitimes besoins de justice sociale sans que la manière d'y arriver, ce soit l'extractivisme? C'est une question fondamentale à laquelle nos sociétés sont confrontées. Merci encore pour la proposition. C'est effectivement le point de Pierre Charbonnier, le livre que je vous invite à lire. Barbara de Radiguez, députée bruxelloise.
Bonjour, donc merci pour ces échanges qui sont très intéressants. J'ai la chance de connaître aussi la proposition avant. Et donc c'est plutôt par rapport aux invités aussi que j'ai envie de faire 2-3 réactions. Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'entrepreneur, pour avoir aussi un peu participé à quelques lancements d'entreprise, c'est pas facile, on lance, c'est notre bébé. Mais néanmoins, le capital que vous décrivez quand vous dites on explique les conditions au capital et puis il rentre ou il rentre pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on lève 2-3 millions, c'est le capital qui va décider un peu et qui va mettre ses conditions, et puis vous devez quand même de temps en temps un peu écraser sur certains points. Souvent, malheureusement, peut-être que vous avez eu la chance de pouvoir imposer, mais beaucoup de projets ne peuvent pas en fait imposer les conditions. Alors, donc là, c'était moins étonnant pour moi. Par contre, sur les pour Marie-Hélène Ska, quand vous avez dit, ça n'est pas le rôle des travailleurs. C'est pas le rôle. Alors pour moi, j'ai compris, ce n'est pas le rôle en fait de participer donc à la gouvernance de l'entreprise. Et donc ça m'étonne très fort, parce qu'après vous dites oui, on continue à réfléchir, on réfléchit sur les formes. Donc si est-ce que c'est le rôle, oui ou non? Et puis je voulais aussi avoir peut-être une petite question sur. On parle toujours de l'entreprise comme la SA, là, où il y a évidemment un capital et il y a du travail. De nombreuses entreprises, et encore plus aujourd'hui, peuvent être des ASBL ou des coopératives. Et même là-dedans, en fait, de temps en temps, le travailleur, sauf si c'est une coopérative de travailleurs où les travailleurs possèdent le capital, alors ils peuvent avoir aussi le droit de peser sur la gouvernance. Mais sinon, ils ne pèsent pas sur la gouvernance. Donc dans une ASBL, c'est quand même le CA, alors qu'il est désigné d'autres manières. Et donc, est-ce que le modèle peut s'appliquer aussi à ces entreprises-là, qui sont quand même des modèles intéressants, je pense, et qui se développent de plus en plus? Voilà. Merci Barbara. Alors, premier point, Gérard, je pense que c'est à Isabelle. Et puis les deux premiers points de Barbara, Eric et Marie-Hélène. Puis Isabelle par rapport au modèle ASBL. Et puis je sais que Jean-Pierre voulait reprendre la parole, donc je vais être tout à fait équitable. Donc il aura la possibilité et puis on devra malheureusement clôturer. Le pacte social dans une économie qui ne serait plus extractiviste. Oui, effectivement. Ben là, je pense qu'évidemment, il faut aller chercher du côté de la richesse qui a déjà été créée. Quand on voit que Jeff Bezos, par exemple, a une valeur de 200 milliards de dollars, alors que les travailleurs d'Amazon sont dans des situations extrêmement précaires, que sa richesse s'est démultipliée dans cette pandémie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, effectivement. Et la richesse, elle peut se répartir. C'est une question, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié ces dernières décennies. Mais donc, je ne dirais pas plus là-dessus, mais sur l'histoire, sur la question de la propriété, ça, je pense que c'est aussi un point très important et qui n'est pas assez reconnu comme vraiment quelque chose qui doit faire l'objet de notre réflexion. L'histoire même de la propriété, de notre rapport à la propriété est très intéressant. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut lire en fait la démocratie comme aussi un projet qui essaye de déconnecter, si vous voulez, bien sûr les droits politiques à la propriété. Et quand on pense, évidemment, si vous pensez, la démocratie, ce n'est pas construit en un jour. Au 19e siècle, en Belgique, c'était du suffrage, que masculin, bien sûr, censitaire, plural. Il a fallu attendre 1919 pour avoir un suffrage universel masculin. On se demande pourquoi ça s'appelait universel, mais suffrage masculin. Et puis, la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir un suffrage universel féminin. Récemment, les années 80, pour le droit de vote aux élections communales des Européens. Ça veut dire qu'en fait, notre conception de l'égalité démocratique, elle évolue. Et ça, pour dire qu'on peut imaginer que notre conception des droits des travailleurs dans l'entreprise va en fait d'une manière ou d'une autre continuer à évoluer. Et l'histoire de la propriété, c'est l'histoire d'un relâchement ou de contraintes que l'on peut mettre sur l'exercice des jouissances de la propriété. Et donc un exemple que je trouve vraiment lumineux, c'est l'exemple du rapport à la terre en Angleterre au XIXe siècle, à l'occasion du débat sur le calendrier de la chasse. Le débat sur le calendrier de la chasse, la Chambre des Lords s'oppose à un calendrier de chasse, vu que c'est sur ces terres les Lords souhaitent continuer à chasser quand ils le veulent. Que se passe-t-il? Finalement, eh bien, un calendrier de la chasse est imposé. Parce que, en fait, la société britannique
et entend les arguments des environnementalistes de l'époque qui disent mais si on veut que les espèces puissent continuer à vivre et prospérer, il faut respecter un calendrier de chasse. Et on n'a pas considéré qu'on expropriait à ce moment-là les lords de leurs terres. Non, ils ont conservé leurs droits de propriété, mais on a attaché de nouveaux droits. Et je pense que c'est dans cette perspective qu'il faut évidemment réfléchir au projet de la démocratisation de l'entreprise. C'est en ça que c'est aussi pas un projet, que la proposition du bicamérisme, c'est pas une proposition qui a été débattue de longue date, c'est une proposition tout à fait nouvelle, mais elle prend justement au sérieux la bifurcation qu'il faut, à mon avis, faire vivre à l'économie, c'est-à-dire la faire rentrer pleinement dans l'histoire démocratique. Répondez à Barbara. Oui. Et sur les autres formes d'entreprise, effectivement, c'est d'ailleurs un des points faibles, je pense, du monde des coopératives ou de l'économie sociale et solidaire, c'est que l'investissement en travail n'est pas nécessairement reconnu. Et on a beaucoup de témoignages parfois de personnes qui travaillent dans des coopératives, mais qui se sentent mis au travail comme s'ils étaient dans une entreprise classique. Et donc, la réflexion sur cette légitimité qu'ont les investisseurs en travail à pouvoir peser sur le gouvernement de leur travail et de l'entreprise, c'est une réflexion qui vaut effectivement dans toute l'économie, on pourrait dire. Éric, alors quand c'est au bout du compte, c'est quand même les actionnaires qui ont raison, comme dit Barbara, qui ont le pouvoir finalement. Toi, je sais quelque part l'évolution que tu as fait de vouloir sortir de la bourse et pour essayer de retrouver ce pouvoir-là. Je rejoins ce que vous disiez, Madame, sur la dictature du capital. La seule manière que j'ai trouvé, moi, d'éviter à un moment que ce projet soit aliéné par la volonté court-termiste d'actionnaires majoritaires, c'était mon obsession de garder le contrôle de l'entreprise. Alors évidemment, Isabelle, je suis resté dans une logique capitalistique, puisque pour moi, le pouvoir était associé à un contrôle de référence de l'entreprise. Mais je pense que je me suis exprimé assez clairement. Pour conclure, pour moi, le principal grief que je fais à votre proposition, c'est que je ne peux pas imaginer dans un monde qui est fondamentalement capitaliste à 2 ou 3 exceptions près, et où naturellement, parce que c'est une partie d'un grand nombre de nous-mêmes, vous savez, nous votons pour le capitalisme chaque fois que nous rentrons dans un magasin. Il ne faut quand même pas oublier cela. Je dis, on a notre position en tant que citoyen, et puis on a notre position en tant que consommateur. Je crois que notre débat est diffusé sur Facebook. Facebook, c'est une entreprise qui a 16 ans à peine, donc elle est née il y a un certain moment, et nous en sommes un certain nombre d'entre nous des consommateurs. Et donc, le choix qui est donné du meilleur rendement pour un maximum de liberté est tellement grand que je crois que malheureusement, si cette mesure devait être adoptée dans notre région, on assisterait très rapidement à une désertification de l'économie. Tout simplement parce que l'actionnaire n'est pas obligé d'accepter le diktat du bicaméralisme, et il ira, et on peut le déplorer. Et on peut le déplorer là où il a le sentiment que son épargne sera la mieux rémunérée. Ok. Malheureusement, on ne peut pas continuer ce débat-là, mais il est vraiment central. Marie-Hélène, sur le fait que ce n'est pas le rôle des travailleurs d'être dans un rôle de gestion, de co-gestion ou de codétermination, pour ne pas me tromper de terme. Peut-être juste un commentaire sur le commentaire d'Éric Don. Je pense qu'il y a une dimension qu'on n'a pas mentionnée dans le cas de Paradisa. C'est effectivement que, et vous l'avez dit dans l'introduction, 1/3 des Wallons vont régulièrement à Paradisa. Ça veut dire qu'il y a une partie prenante qui sont les consommateurs qui sont tout près et qui tiennent à ce modèle. Et je pense que ça, c'est un adjuvant terrible par rapport au modèle qui est défendu. Si on produisait des langes ou des trucs jetables, etc., vendus à l'autre bout du monde, je ne suis pas sûre qu'il y aurait beaucoup de pression non plus pour maintenir ce modèle-là. Je veux le signaler parce que ça introduit une autre partie prenante. Juste sur la question de la gouvernance, d'abord, je déteste ce mot, je ne veux pas l'utiliser, ça ne veut rien dire du tout, je n'aime pas ça du tout. Mais globalement, je partage ce qu'Isabelle a dit tout à l'heure. Pour moi, la sanction du droit, elle est essentielle. Parce que le droit, c'est ce qui protège le plus faible par rapport au plus fort, et aujourd'hui, le plus faible, ce n'est pas le capital. Et donc, pour moi, si on veut faire avancer ce débat, il faut qu'à un moment donné, plutôt que de faire des lois sur tout et n'importe quoi, on prenne une mesure au niveau approprié sur cette fameuse question du partage de la valeur ajoutée et du rapport capital-travail. Ça évitera d'ailleurs de faire des lois sur tout et n'importe quoi. Dans ce cadre-là, si on détermine quelle est la part de la création de richesse qui va aux travailleurs et la part qui rémunère logiquement le capital et les autres parties prenantes,
on pourra se passer à l'aise d'une loi qui corsette les salaires, on pourra se passer de débats et de théories et de production de papier sur la productivité et la manière de l'accroître, etc. Donc je pense que pour un forum politique, c'est extrêmement important et que c'est là-dessus que ça va se faire. Alors nous, notre travail, il est évidemment de rappeler ce principe-là et il y est d'y mettre un autre pendant, qui est le pendant du sens au travail et de l'exigence non négociable du respect de celles et ceux qui produisent de la valeur aujourd'hui. Et donc moi, je pense qu'on va aller dans une économie, si on la veut, comme la pandémie de Covid nous le montre, qui renforce la cohésion sociale, qui n'individualise pas davantage, qui renforce la cohésion des territoires aussi face à des chocs futurs, on va devoir absolument amener ces débats-là, les renforcer et avoir cette exigence qui est une exigence radicale finalement, moi c'est comme ça que je traduis la proposition d'Isabelle Ferreras, d'égalité. C'est l'égalité radicale, alors qui se porte sur des terrains différents. On n'est pas obligé de devoir décider de tout sur tout, tout le temps. Moi, je ne me sens pas compétente. Et je pense que c'est ce qui fait la difficulté chez nous, par exemple, dans ces débats. C'est que les gens disent on n'a pas envie de discuter de ça, ça ne nous correspond pas. Mais donnez-nous un cadre dans lequel cette égalité est respectée. Alors, moi, je ne crois pas au droit divin pour faire respecter l'égalité. Ça s'appelle une lutte, ça s'appelle un combat, ça s'appelle des actions. Et je termine sur un petit point, parce que la notion de partie contractante ou de partie prenante, pour moi, elle éclaire aussi une autre dimension à laquelle nous devons être collectivement attentives. C'est par exemple celle du droit de grève. Avoir le droit de grève et le mettre sur le même pied que le droit au travail, c'est confondre le droit de grève d'une partie composante de l'entreprise avec une partie prenante de la société. Et donc je pense qu'on doit réfléchir ces notions-là, on doit pouvoir les travailler pour voir comment on renforce cette exigence d'égalité absolue. Et tant que nous ne serons pas dans une égalité absolue, et elle ne vient pas spontanément, hein, le droit de vote et toutes les autres luttes l'ont montré, nous devrons continuer ce combat-là. Et donc pour moi, c'est ce combat-là qui est effectivement prioritaire. Et nous avons estimé à l'ACC, peut-être que ça changera demain, mais nous avons estimé en tout cas jusque maintenant que c'est effectivement, comme l'a dit Jean-Pierre Hansen tout à l'heure, au niveau de l'économie que nous devions le mener. Ce qui n'exclut évidemment pas de le mener à l'intérieur des entreprises au quotidien. Jean-Pierre, peut-être un mot d'observation? Oui, simplement une petite anecdote qui pourrait peut-être faire sourire nos auditeurs et que j'appellerais crise de cynisme de ma part, si vous m'accordez 30 secondes. Et c'est en fait Eric qui m'y a fait penser. Peridaisa est une entreprise légitime, exactement pour la raison que vient de dire Marie-Hélène, quant à sa fréquentation, quant à son achalandage, quant à son historique. Elle est légitime et perçue comme telle. C'est loin d'être le cas de toutes les entreprises. C'est pratiquement pas le cas du système d'économie de marché capitaliste. Alors, Eric a cité Schumpeter, qui est, je dois le dire, avec Keynes d'ailleurs, un de mes économistes fétiches, comme c'était le cas, Isabelle, tu t'en souviens, de notre regretté confrère et ami Philippe de Waut, notamment par le fait qu'il exalte, il est le seul, effectivement, le rôle de l'entrepreneur. Mais il n'a pas dit que ça. Il a dit aussi dans un autre bouquin, il dit attention, dans le fond, le vrai problème du capitalisme, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas parvenu, l'économie de marché, le capitalisme, à susciter une adhésion sentimentale. Contrairement d'ailleurs à d'autres systèmes qui y ont réussi, pour le pire généralement, le corporatisme par exemple de Mussolini, ou le stalinisme et le communisme, qui eux ont entraîné des adhésions. Le capitalisme, pas. Et c'est vrai que vous avez rarement vu, et je suppose encore moins souvent participé, à une manifestation, Marie-Hélène, qui partirait de la gare du Nord pour aller rue de la Loi pour défendre l'économie de marché. Moi, j'ai mon bureau gare du Nord, j'en ai pas vu. Alors, elle n'en a pas besoin, c'est pas si sûr précisément. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que, dit Schumpeter, encore une fois un économiste très pénétrant, parce qu'en matière d'économie de marché, les réalisations d'hier, toujours considérées comme positives, par tout le monde dans le fond, sont toujours occultées par les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et donc, Schumpeter disait, si le capitalisme ne parvient pas à susciter un minimum d'adhésion, eh bien, il va s'effondrer, tout simplement, pas sous le poids de ses contradictions, comme le disait Marx, mais sous le poids de son manque d'adhésion. Et Schumpeter écrivait ça en 1936, et il disait, évidemment, ce dont je parle, ce n'est pas pour demain, c'est pour le long terme, c'est-à-dire 100 ans. Donc, je vous invite à voir en 2036
ce que sera le capitalisme. Et alors, Isabelle, ta proposition, personnellement, c'est en ça qu'elle me séduit. C'est-à-dire mon aspect cynique, tu vas me dire que c'est un hommage du vice à la vertu. C'est vrai, mais enfin, je suppose que tu ne vas pas récuser tes alliés, quel que soit leur mobile. C'est de dire, eh bien, essayons de redonner du sens à l'économie de marché. Alors voilà, je m'apprêtais à recevoir quelque chose à la figure, mais je ne le reçois pas. Merci à tous pour ça. Effectivement, je ne suis pas sûr que c'était la conclusion à laquelle on voulait arriver. Bien entendu, merci beaucoup Jean-Pierre, merci à tous les trois de la qualité de vos interventions. Je pense que ça permet à la réflexion d'Isabelle d'évoluer. Merci évidemment à Isabelle, merci. Il paraît que vous étiez 2,5 millions à nous suivre sur Facebook au moment fatidique du débat quand Jean-Pierre a parlé. Je pense qu'on peut évidemment continuer la discussion. Je crois que c'était vraiment important qu'elle ait eu lieu dans le cadre de ces journées de Verpop et dans le cadre de la réflexion que nous avons sur la régulation du capitalisme, puisque je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus, et même Eric à sa manière de la nécessité de réguler le capitalisme. Et donc, vous pourrez approfondir la réflexion, puisque je crois que Isabelle va sortir le bouquin du manifeste, celui lié à cette fameuse carte blanche du 26 mai au mois d'octobre, chez Seuil. Il y a d'autres bouquins qu'Isabelle a déjà publiés, il y a des interviews qui sont parues dans la presse, etc. Merci beaucoup de votre attention, bon appétit, bonne suite à ce Verpop un peu spécial, et à très bientôt.